La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. Air France 32 Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Bonsoir de Air France 32 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la zone aéro, il est mercredi, il est là, salut Nico. Ça va bien? Attends, oui ça va bien, je démute mon micro là et puis j'espère que vous m'entendez aussi. Eh ben on t'entend très bien, ça va mon petit Nico? Enchanté, bonsoir tout le monde, oui ça va très bien. Eh ben écoute, c'est parfait, ils sont déjà nombreux dans le chat, à commencer par Céleste qu'on ne retient plus, je sais pas ce qu'elle a ce soir mais alors incroyable. Je vais pas aller voir, tiens, je vais aller voir le Ah bah chat. oui, bah t'as loupé des échanges, elle nous parlait de la soute à Jason, on n'a pas trop compris, mais bon bref. C'est coquin ça non? Mais ouais, bah ouais. On va vous saluer toutes et tous qui êtes là. Faites un petit message dans le chat qu'on puisse vous accueillir comme il se doit dans cette émission, bien sûr. À commencer par Julot qui est là avec toute l'équipe de modération. J'ai vu Philémon aussi. On les salue, on les remercie de leur présence et de leur efficacité comme d'habitude, bien sûr. Lolo Radar, un petit big up à lui puisqu'il vient de renouveler son abonnement. Abonné 3 mois consécutifs. Merci Lolo pour ton soutien, ça fait plaisir. Alors, attention, il y a J'entends rien 83 qui s'est connecté avant le générique et ça mérite d'être souligné. Mes amis, planquez-vous, il va y avoir un ouragan. Il y a Ben Moll également qui est là. Évidemment, on a vu Cargolutz, donc notre ami Jason, notre invité de ce soir. Ça doit être l'hiver pour Jean, tu sais, c'est l'hiver, il est déjà rentré chez lui. Ouais, c'est ça. Il s'est mis devant la télé là. Il est en mode petite marmotte. Ça doit être ça, hein. Finger Gold aussi qui est là, bonsoir. Ben Moll, j'ai vu. Qui y a d'autres encore que j'ai pas salué? Faites un coucou, les amis, là, dans le chat, comme ça au moins je vous loupe pas. Qui est-ce qui. Ah, mais c'est Philémon. Merci beaucoup, Philémon. Alors, par contre, je vois pas pourquoi on n'a pas eu le son des alertes. Bon, on a vu l'alerte, mais on n'a pas eu le son. Ici, ça clignote ou pas? Je sais pas. Bonsoir MLN, salut Stéphane, salut l'Italie. Et bonsoir Eric, Freeflight 30. Il est là, il est chaud, il est prêt aussi à démarrer cette émission. Donc tout est parfait. Bien. Bah, avant de démarrer, Nico, un petit quelque chose? Non, tout va bien. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah ça va encore les amis, Okay. c'est bien. L'Italie sous le froid, ici aussi, hein, il faisait froid. Ah oui, ça c'est nouveau, c'est le froid qui arrive. Il y a eu du vent. Bah, en même temps, c'est le mois de novembre, les amis. S'il fait pas froid au mois de novembre, il fait froid quand? Après voilà, c'est comme aux informations, tu sais, quand il fait froid, ils le disent, hein. Ouais. C'est l'hiver. On entend parler de ça. Il fait froid. Ah oui, c'est l'hiver. Et l'été, c'est la canicule. Ah oui, bah oui. Ah, il fait chaud. Oui, c'est ça. C'est l'été. Bien, bah écoutez, on va saluer pour celles et ceux qui prendront en cours là, le replay de YouTube. Merci à vous les gens de YouTube d'être présents aussi et de regarder les replays de l'émission. On pense bien à vous. Et puis, bah, si le contenu vous plaît, que vous n'avez pas pu le suivre en direct, vous pouvez aussi poser vos questions en dessous dans la rubrique commentaires et on essaie d'y répondre, ou en tout cas de faire suivre ces questions de nos invités autant que faire se peut. Donc n'hésitez pas et faites tourner les émissions aussi, c'est comme ça qu'on recrute plein de gens de la communauté qui ne savent toujours pas, il y en a encore un paquet, qui ne connaissent pas l'existence de l'émission de la zone aéro. Et oui, donc on compte sur vous aussi pour faire rayonner tout ça parce que c'est grâce à toute cette communauté qu'on arrive à faire la promotion aussi de l'aviation et d'arrêter un petit peu l'aviation bashing, on en a parlé la semaine dernière, avec l'aviation d'affaires qui est en retrait sur l'année 2024. C'est un cran parmi d'autres, donc voilà. Je pense que ça sera du soutien de tout le monde de se serrer les coudes et de montrer que l'aviation, c'est une grande famille qui apporte plein de choses à la vie quotidienne de tout le monde. Si vous nous suivez sur Twitch, que le contenu vous plaît, en cours d'émission, vous dites « Ah tiens, ils sont pas mal ceux-là, surtout le barbu là dans le petit rectangle là, dans sa petite télé. Dans son aquarium. Voilà, donc Son aquarium. vous cliquez dessus sur le petit bouton follow
et derrière, bim, vous serez averti de tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai raté encore? Tiens, il y a Céleste qui dit bonjour à Sigilum 7130. Bienvenue dans l'équipage. Grâce à toi, on vole encore plus haut. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, il y a eu un sub et je ne l'ai pas vu. J'ai rien vu. Philémon, merci, j'ai reçu ma carte d'étudiant Grand School. Ah ouais, on va en parler dans un instant. Oui, si vous voulez aussi soutenir l'émission, vous pouvez le faire. Il y a la page Patreon, vous connaissez maintenant. Vous avez le lien d'ailleurs sur www.lazoneaero.fr, la rubrique de l'émission qui est consacrée à tout ça. Oh là là, Lolo, ça y est, Lolo il se lâche. Ah ben, tu vois, Lolo il vient d'offrir 5 abonnements. Merci mon cher Lolo. Abonnement offert à Nico. Nico 59 Mini Zinc, Oncle Steve, MLN 208, Draft 67 et Bedmol. Faut que je dise Dankeschön parce qu'on va parler allemand. Ça. Ah ouais. Merci beaucoup Lolo pour ton abonnement cadeau. D'ailleurs j'en profite pour dire que les gens qui viennent d'avoir un abonnement là, jusqu'au 2 décembre je crois, vous avez gagné grâce à Lolo un abonnement Discord Nitro. Donc si vous allez sur le Discord de la Zone Aéro, vous verrez dans votre profil Discord que vous aurez en fait disponible 2 boosts. Qu'est-ce que c'est que ces boosts? Eh bien, vous pouvez les appliquer sur le serveur de la zone et ça permet d'augmenter les caractéristiques en fait du serveur. Donc tout le monde y gagne, on a de meilleure qualité, on a plein de petits emotes en plus. Donc vos petits boosts que vous venez de gagner, vous pouvez aller tout de suite là sur Discord et puis les faire activer sur le salon de la zone aéro, sur le Discord de la zone aéro. Et c'est tout le monde qui en profite. Merci beaucoup les amis si vous le faites. Et merci à Lolo évidemment, hein, encore une fois. Vous pouvez faire comme Lolo, offrir des abonnements cadeaux, ou bien vous abonner si vous voulez plus avoir de pub, soit avec Prime Vidéo, enfin voilà, vous cliquez, vous vous abonnez, ou sinon bah voilà, ça vous coûte l'équivalent de 5 € à peu près, pour le mois sans pub, et en plus avec en primeur la possibilité de revoir les replays. J'ai fait le tour. En parlant de replay, le dernier replay en ligne, il va sortir vendredi, dans 2 jours. Vous avez vu celui de Donia, on a parlé navigabilité, c'était il y a 15 jours. Et puis vendredi sort l'excellente émission qu'on a eu le plaisir de faire avec Nicolas, et avec Rémi Michelin, et avec Daniel Manzo, qui était avec nous il y a une quinzaine de jours, vendredi il y a 15 jours. Et vendredi, c'est le replay où vous pourrez découvrir... si vous ne l'avez pas vu en tout cas, la partie immergée de l'iceberg du film du livre Top Largage de Rémi Michelin, avec toutes les coulisses, la relation pilote et photographe, vous verrez. C'est assez intéressant, c'est vendredi sur YouTube. Alors, très beau livre, hein, avec des photos très très impressionnantes, des Canadair, des Dash et tout ça là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau de Noël. Est-ce que vous entendez les points de chaîne et tout ça là? Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont acheté la récompense ovation et tout, mais j'entends rien moi. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que vous l'entendez vous, mais moi non. Alors je sais pas pourquoi. En fait, c'est chez toi à Nîmes que ça marche, ça se trouve. Non, ça marche pas. Et puis avec la... une cage de Faraday, je sais pas. Qui souffle, non? Ah non. Ah ben non, c'est pas en route là-bas. Bon, imagine là-bas. Brave 67 aussi, qui remercie Lolo, et Pika 5422, le Lorrain du 22 qui a acheté la récompense ovation qu'on n'a pas entendu. Mais merci beaucoup. Et il y a un train de la hype d'ailleurs qui se termine dans 1 minute 40. Vous pouvez augmenter encore le train de la hype niveau 2. Il suffit d'offrir des abonnements cadeaux, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et ça fait monter le train. Et merci à tous encore une fois. On va parler de la Ground School tout de suite, comme ça ce sera fait. Vous savez que la Zone Aéro a lancé pour cette fin d'année, début d'année prochaine, la Zone Aéro Ground School, qui va être entre autres managée par Cynthia, et qui devrait proposer à toutes celles et ceux qui se sont inscrites, ça y est, les inscriptions c'est clôturé depuis dimanche, la possibilité de passer le théorique, entre guillemets, du brevet de pilote privé avion. Donc tous les modules vont être abordés sous forme de cours didactiques qui passeront par l'intermédiaire du Discord. Et ça y est, vous êtes 18. Il y a 18 inscrits pour cette session. C'est plutôt pas mal. Merci à vous de vous être positionnés. Et on va revenir très prochainement vers vous. Les inscrits ont dû recevoir d'ailleurs leur petite carte d'étudiant par mail hier, si je ne me trompe pas.
Et normalement, on reviendra vers vous sous peu pour vous présenter le planning de la formation avec Cynthia pour que tout le monde fasse connaissance et puis qu'on puisse lancer les modules fin d'année ou au pire début janvier. Donc, on vous tiendra au courant, on prendra vos avis, vos disponibilités, on va voir comment on s'organise. Donc, restez à proximité de vos mails, vous aurez tout ce qu'il faut qui va arriver très prochainement. Les cours se feront en live sur Twitch, mais par contre, les intervenants répondront aux personnes qui se seront inscrites. Voilà, donc ça devrait être cool. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. On va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission. Comme ça, au moins, c'est fait. Et on voit de quoi on parle. Où est-ce qu'on va? Ben, c'est ce qu'on voit tout de suite. D'accord. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, on lance l'avion en papier du plan de vol qui arrive. Hop, ici, les actualités du terminal dans un instant. Il y a 6 petites news. Ah, on a travaillé cette semaine. 6 petites nouvelles à vous partager avant de démarrer l'émission. Et juste après l'actualité du terminal, ce sera la séquence Un visage dans les nuages. On va parler d'aviation cargo. On en a déjà parlé il y a quelques temps avec notre ami Fabien qui était venu nous voir, qui nous a expliqué un petit peu les coulisses de son métier de charger des avions cargo. Ben, on va voir aujourd'hui ceux qui les font voler. Et c'est Jason qui sera avec nous. C'est des gros avions avec des gros containers là, comme sur les bateaux. Là, ouais, il y a plein de trucs là-dedans. Là, plein, là, ça déborde de containers. Et en plus, c'est pas une autre aviation, mais c'est une aviation différente. Donc, on verra comment est-ce que ça se présente avec la participation de Jason, qui est avec nous, qu'on retrouvera tout à l'heure. Il nous parlera de son quotidien, de son métier, de comment il est arrivé dans l'aviation cargo, et vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions. Donc, mettez-les de côté, vos questions, vous les posez dans le chat, et nous, on les incruste. Donc, allez-y, vous pouvez commencer dès maintenant. Oui, Nico. Il nous dira les avantages du cargo par rapport aux passagers. Ouais, par exemple. C'est bien. Il crie un petit peu moins, peut-être. C'est peut-être ça. Ah, t'es sur la piste là. Ouais. Ah, c'est peut-être ça. Donc voilà, et ça va nous emmener à peu près jusqu'à 22h environ, 1 heure d'émission ensemble avec Jason. Et puis fin d'émission, la séquence remise de gaz, foire aux questions. On parlera de la dernière émission donc de novembre et puis ensuite ce sera tout. Voilà, ça sera déjà pas mal. Donc c'est Noël, hein. Ouais, c'est bientôt Noël. Voilà. Bon, le programme de décembre, il est bouclé. Et là, on est en train déjà de remplir janvier et février. Donc, vous voyez, sans quille, on chôme pas. Mais bon, il faut ça, il faut prévoir. Allez, on repousse, toc, le petit programme. Oui, je vois dans le chat, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les fonds d'écran de la zone aéro si vous n'avez pas fait. C'est Francky qui nous les a fait, ils sont super top. Sauf Jean, ça lui plaît pas, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui lui plaît, donc mais c'est pas grave. Vous verrez que ces fonds d'écran, ils sont très bien. On remercie Francky de les avoir faits. Ils sont bien, Nico? Oui, oui. J'ai travaillé un peu avec Francky. Voilà. Je lui ai fait une commande et puis j'étais très satisfait, quoi. Donc du coup. Voilà. Bon écoute, c'est parfait. Allez, c'est parti. Il est l'heure de l'actualité du terminal. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et là, je vois, il y a Chef Odell qui vient d'arriver. On salue Chef Odell. Voilà, il est là, il est présent. Il doit être en train... Oh, j'ai pas dit ça. Et en plus, il assume pas, ce sacré Jean, tu vois. Bonsoir, mon cher Chef Odell. Un des passionnés d'aviation, en plus de passionnés des fourchettes et des couteaux, des couverts, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, lui, il comprendra. Si tu as dit ça, Jean, tu as dit ça, voilà, il faut assumer. Allez, on est parti. On va commencer par parler peut-être d'un crash dont vous avez peut-être vu passer les annonces sur les réseaux sociaux. Je sais que je l'ai vu à plusieurs reprises, puisque c'est un crash qui s'est passé en République démocratique du Congo. Le 17 novembre, il y a quelques jours, là, c'est un Embraer ERJ 145 de Airjet, une compagnie d'Angola, qui s'est accidenté à l'aéroport de Kovelsi, en République démocratique du Congo, après avoir quitté la piste lors de l'atterrissage.
Et suite à ce crash, alors on ne le voit pas trop sur les photos, mais il y a une perte du train principal avant de glisser, de s'immobiliser sur le ventre. Il y a un incendie donc, qui s'est rapidement embrasé à l'arrière du fuselage, mais les 26 passagers, les 3 membres d'équipage ont pu évacuer l'appareil sans être blessés. L'aviation transportait une délégation ministérielle qui était venue enquêter sur un drame minier qui était survenu 2 jours auparavant. Et les images diffusées qui montrent l'appareil qui est absolument en flammes et des passagers qui sont en train de courir, de sortir en courant. L'appareil n'était pas très récent, il avait 24 ans. Bon, c'est pas très vieux non plus. Et il avait été récemment remis en service. Il appartenait à une petite compagnie charter, donc Airjet Angola. Et les autorités congolaises ont évidemment sécurisé la zone. Ils ont ouvert une enquête qui porte notamment sur l'état de la piste, la météo et les conditions de l'avion au moment de l'accident. Donc, enquête en cours. En tout cas, plus de peur que de mal. C'est déjà ça. On continue pour vous parler d'un drôle de recrutement du côté de la Chine, puisque une compagnie low cost chinoise qui s'appelle Spring Airlines a suscité une vive polémique après avoir publié une offre d'emploi qui recrute des hôtesses de l'air de 25 à 40 ans, avec, je cite, de préférence mariées ou avec enfants. C'est une pratique plutôt rare dans l'aviation chinoise où, en général, les compagnies recrutent surtout des femmes qui sont âgées de 18 à 25 ans. Et l'annonce, qui est censée répondre à une pénurie de personnel navigant et aussi valoriser l'expérience des candidates plus âgées, a été critiquée sur son vocabulaire, puisqu'il a été jugé dévalorisant, notamment l'expression « les tantes de l'air », parce que c'est ce qu'ils ont employé. Donc sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux internautes qui ont vu un manque de respect qui souligne l'âge et le statut marital. Spring Airlines, de son côté, affirme vouloir offrir des opportunités à un public souvent exclu et mieux répondre aux besoins des familles et des passagers un peu plus âgés. Et l'initiative, bien que saluée pour sa volonté, on va dire, de diversifier le personnel navigant, relance aussi le débat sur les stéréotypes de genre et les limites de ce type de ciblage dans le recrutement aérien. Donc c'est une publicité que Spring Airlines aurait bien dû se passer. Des tanks parce qu'elles sont canons, c'est possible. C'est bien vu, mon cher Philémon. On salue NeoWise09 qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Les tentes de l'air, Nico, c'est quand même un petit peu culotté, non? Bah, c'est la compagnie qui les a appelés comme ça, des tentes. Oui. Ouais, c'est bizarre, je hein. sais pas. Fallait oser. Bah, je sais pas. Peut-être en chinois, ça veut dire autre chose, je sais pas. Je sais pas. Faut voir, hein. Peut-être trop de bière Après, chinoise. Hein. On sait pas. Les tanks, ça veut dire, je sais pas. Les tentes de l'air. J'avais pas entendu parler de cette histoire-là, quoi. Mais bon, après, des femmes de 25 à 40 ans, c'est ça? Ah, pourquoi pas? Vous mariez. Oui. Le DRH, c'est un boulet. Ah ben, voilà, en tout cas, ça n'a pas trop plu. On va se projeter du côté de Qatar Airways. Qatar Airways sous le feu des projecteurs. On salue Paoletti68. Bonsoir à toi. Donc Qatar Airways qui est un peu sous le feu des projecteurs, pas forcément des bons, puisqu'une passagère américaine réclame 5 millions de dollars à la compagnie, puisqu'elle accuse Qatar Airways d'avoir provoqué une violente réaction allergique chez sa fille, qui avait 3 ans, après qu'une hôtesse de l'air lui ait remis une barre chocolatée qui contenait du lait et des noisettes, pourtant signalées comme allergènes, ce qui était le cas de sa fille. L'incident s'est produit sur un vol entre Washington et Doha et malgré les avertissements répétés de la mère lors de la réservation de l'embarquement, l'enfant aurait rapidement développé un choc anaphylactique qui a été stabilisé grâce à un épipène. Vous savez, c'est les espèces de petits stylos là qui peuvent injecter justement des antihistaminiques et puis bloquer la réaction. Évidemment, il y a une plainte qui reproche à l'équipage de ne pas avoir activé suffisamment les procédures d'urgence. Le dossier s'appuie notamment sur la Convention de Montréal. Pour ceux qui sont en ATPL théorique, ils font le 010, ça doit vous rappeler des souvenirs, la Convention de Montréal, et qui réclame donc une compensation largement supérieure au plafond habituel au nom du préjudice physique et émotionnel.
Alors aux États-Unis, la fédération, la FAA, n'exige pas la présence d'un épipène à bord, contrairement à certaines compagnies qui les embarquent volontairement. Et le CAR relance aussi des appels à une réforme de la réglementation, alors que les incidents allergiques graves en vol sont statistiquement en hausse, normal. On augmente la quantité de passagers transportés, donc forcément, on est plus exposé à ça. Draft67, je suis contraint de vous quitter pour ce soir, très belle émission. Merci à toi, Draft67, d'être passé, au plaisir de te revoir. Qatar, bah oui, c'est Qatar. Après, ça va pas changer le massé-centrage, des petites piqûres comme ça. Non, c'est sûr. Il pourra en mettre automatiquement, parce que ça peut arriver, il y a tellement de monde que... Bah voilà. Donc en tout cas, c'est la plainte, elle est déposée dans ce sens-là. On enchaîne, on va parler d'hélicoptères avec des Caracal dans le désert marocain. Les forces royales les forces royales Air du Maroc ont récemment officialisé la commande de 10 hélicoptères H225M Caracal, vous l'avez sur la photo, on en a en France aussi, destinés à remplacer des vieux Puma qui sont en service depuis plus de 40 ans, dans le cadre d'un contrat qui inclut également le soutien et l'assistance et la maintenance, en règle générale, c'est ça. L'appareil a été conçu pour des missions notamment de SAR, les Search and Rescue, donc les recherches et sauvetages au combat, mais pas que, ça peut aussi être applicable pour les populations civiles. L'appareil il est équipé d'un double treuil, d'un projecteur, d'un système électro-optique Euroflir 410, vous le voyez à l'avant de l'appareil, c'est l'espèce de petite caméra là, que vous avez devant. Il peut également recevoir un armement et des capacités de guerre électronique. Le Maroc, qui s'était déjà d'ailleurs intéressé à ce modèle-là en 2021, a relancé des négociations après une période de tension, un petit peu de tension diplomatique, et le H225M Caracal était en concurrence avec le S-70i Black Hawk, produit par les Américains. L'hélicoptère va s'ajouter une flotte qui est déjà largement composée de modèles européens, utilisés d'ailleurs dans les différentes forces marocaines, qui ont d'ailleurs aussi commandé les fameux H135 pour l'entraînement, et un centre de soutien dédié doit par ailleurs être implanté dans le pays avant d'évoluer en pôle régional de maintenance et de révision pour toute la partie Afrique de l'Ouest, donc grosse implantation de Airbus et hélicoptères là-bas au Maroc. On enchaîne avec... alors vous devez reconnaître cette affiche de film. Vous pouvez nous le dire dans le chat, est-ce que vous reconnaissez ce film? Ou peut-être même vous reconnaissez le pilote qui est au centre. Est-ce que ça vous parle? Je pense que oui, si vous êtes passionné, vous devez l'avoir vu. Voilà, bravo Philémon, attrape-moi si tu peux, exactement. Bravo, j'entends rien, voilà, DiCaprio, c'est ça. On n'est pas loin de ce film-là, mais dans la vraie vie, figurez-vous, puisque un commandant de bord, employé par Aviation Express, aurait piloté des Airbus A320 à travers l'Europe, grâce notamment à des documents falsifiés. C'est Aérotélégraphe qui révèle cette information. Et c'est la compagnie lituanienne qui confirme avoir découvert des incohérences entre l'expérience qui avait été annoncée au départ de ce pilote et évidemment, elle l'a suspendu avant d'ouvrir une enquête interne. Alors, qui c'était ce pilote? Donc l'homme, auparavant, était un simple copilote, entre guillemets, chez Garuda Indonesia. Il n'avait jamais obtenu les qualifications nécessaires pour devenir commandant de bord. Et par des jeux d'écriture et de modification de certains papiers, il a été recruté en tant que commandant de bord. Il est également passé par la compagnie Eurowings et il a conduit la compagnie allemande à lancer un examen de sécurité approfondi pour vérifier son parcours réel, comme quoi un film, en tout cas un fait peut inspirer un film qui peut inspirer un autre fait réel. À savoir que c'est quand même assez rare, puisque c'est vraiment des justificatifs assez poussés. Il faut présenter pour pouvoir être recruté en direct commandant de bord. Je pense que Jason pourra nous en parler un petit peu après tout à l'heure. Mais c'est assez curieux. Assez curieux. Et puis, dernière news, un petit peu d'histoire de l'aviation. Comme d'habitude, on va se reporter un 19 novembre dans l'histoire de l'aviation. En novembre 1931, puisque la compagnie Pan America, met en service l'American Clipper. Cet hydravion, c'est un Sikorsky
S-40 qui offre une capacité bien supérieure au S-38. Il était conçu par Igor Sikorsky. L'appareil devient alors le plus grand avion commercial en service avec plus de 11 tonnes à vide. Il fait 34,75 m d'envergure et 174,2 m² de surface à l'air, donc la surface de toutes les ailes. Pour son vol inaugural, il est piloté par le très célèbre Charles Lindbergh, assisté de Basil Rowe, pour une liaison entre Miami et Panama qui inclut des escales à Cuba, en Jamaïque et en Colombie. Et un mois plus tôt, l'hydravion a été baptisé dans l'eau des Caraïbes par Lou Hoover, l'épouse du président Herbert Hoover, en raison de la prohibition qui interdisait l'utilisation de champagne lors des cérémonies. Donc c'est assez incroyable cette histoire. En tout cas, ça fait partie d'un des plus gros hydravions du monde. Hein. Alors il y en a eu quelques-uns un peu plus gros ensuite, mais c'est déjà une belle pièce. Et c'était en 31, vous vous rendez compte ? Il y a plus de 90 ans, quoi. Ah, on t'entend plus, Nico. Ouais, t'as dû couper ton micro. J'avais mis en mute. Ouais, non, c'était l'époque de la prohibition, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de champagne. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et ouais, même les avions interdits d'alcool. Ouais. Ou celui de Howard Hughes. Comment il s'appelait, Nico, celui de Howard Hughes ? C'était le Sprugoose. Sprugoose. Ouais, c'est Eloi Balza, là, parce qu'il est en bois, tout ça. Bon, c'est un terme qu'il n'aimait pas, quoi, mais c'est le Hercule. Ok. C'était le Hercule. Et il y avait 8 moteurs, en étoile, là. C'est le plus gros avion du monde. Et puis, voilà, qui a volé, pas beaucoup, mais qui a volé quand même. Il a prouvé qu'il pouvait voler parce qu'il y avait beaucoup de doutes dessus. Et puis, voilà, quoi. Puis, pour revenir sur les Clippers, oui, donc après, ça a donné des célèbres gros hydravions, là, qui traversaient... qui faisait rêver, qui traversait le Pacifique là, pour transporter les gens entre San Francisco, Los Angeles, Hawaï. Pour les fans d'Indiana Jones, vous voyez de temps en temps, il y a Indy qui se balade aussi en hydravion. Vous irez voir des bases, là, sur, le passage. En Floride, à Miami, voilà, c'était une belle époque qui faisait rêver, quoi. C'est sûr. On salue Fabien, MMG7F, qui est passé, Leonardo, vous voyez Leonardo DiCaprio, tout à fait, vous l'avez recollé. Bien, et écoutez, voilà, on a fini l'actu de ce soir qui était assez riche, hein, vous l'avez vu, à travailler. Hydravion inventé par un Français, hein, Oui. Henri Fabre. C'est lui qui a fabriqué le premier hydravion en France. Hein. Il flottait. Voilà. Ok. Non, mais c'est vrai, hein, mais bien sûr, mais à aucun moment on remet en doute, on met pas en doute ta parole, mon cher Nico, hein, à aucun moment. Allez, vos réactions dans le chat si vous avez des remarques à faire ou des précisions à apporter, avec plaisir évidemment. Et puis tout de suite, on enchaîne. On en a parlé donc depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que l'aviation cargo ? Qu'est-ce que le métier de pilote de ligne en aviation cargo ? On va retrouver tout de suite notre invité. C'est Jason Lutz qui est avec nous et c'est la rubrique Un visage dans les nuages. C'est tout de suite. Un visage dans les nuages ? Les rencontres de la zone aéro. Et le voici, le voilà, il est à l'antenne. Bonsoir mon cher Jason. Bonsoir à tous, bonsoir Seb, salut Nico, salut la zone. Bonsoir Jason. Merci à toi de venir nous voir dans la zone aéro, ça fait plaisir. Il y a NeoWise qui te dit bonsoir, il y a MMG7F aussi, voilà, il y a la série des bonsoirs qui commence. Ils sont très polis, merci les amis. Comme d'habitude. Bonsoir Jason, Finger Gold aussi, voilà, il y a tout le monde qui te salue. Merci en tout cas de venir nous voir pour nous parler un petit peu de ton parcours et au travers de ton parcours, de ton métier aujourd'hui qui est donc d'être pilote d'aviation cargo. J'ai envie de dire que quand on fait une commande, il y a des colis qui sont rapatriés. Bah toi, voilà, tu nous permets d'avoir nos colis en temps et en heure. C'est à peu près ça, voilà. Du moins, on essaie de faire toujours à l'heure. C'est ça, voilà. Donc, avant de démarrer les choses, on va faire, comme le veut la petite tradition, la petite minute de présentation. Donc, on va afficher ici le petit chrono qui va bien, en dessus de nous, là. Et en 1 minute, juste au-dessus de nous, là. Hop, voilà, ça part de moi, ça arrive vers Nico. Juste présenter en 1 minute. Et derrière, on démarre la petite interview de ce soir. C'est parti ? C'est parti. Allez. Et rebonsoir à tous, Jason Lutz, voilà, 31 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'aviation. J'ai un parcours, on va dire, assez standard,
voire des fois plus ou moins atypiques. J'ai commencé l'aviation en 2015 par un ATPL intégré en Allemagne. J'ai fini en 2017 et dans la foulée, j'ai intégré Ryanair sur Boeing 737 que j'ai quitté après à peu près 2 ans et demi. Et ensuite, il y a eu le Covid, donc j'ai été piéton pendant environ 5 mois. Et maintenant, ça va faire 5 ans et demi que je suis sur 777 Cargo. Voilà. Ça fait moins d'1 minute. Oui, tout à fait, mais Du coup, c'est déjà t'aurais pu bien synthétique. commencer depuis le CM2, du coup. Exactement. Et écoutez, parcours standard depuis le CM2, élève moyen dans la moyenne. Ok. Mais, Ça mais fait voilà. toujours des bons pilotes. Exactement. On veut pas de surhomme de toute façon. Donc, tu as tout fait en Allemagne. Déjà, pourquoi en Allemagne? Et puis après, on remonte un petit peu aux origines. C'est une très bonne question. Alors pourquoi l'Allemagne? Puisque en fait la France me demandait énormément d'argent que je n'avais pas à l'époque. Il fallait que ma grand-mère soit riche et que l'arrière-grand-mère ait aussi un patrimoine incommensurable, ce qui n'était pas le cas. Et donc pourquoi l'Allemagne? Puisque je suis donc un binational. J'ai la nationalité française et allemande. J'ai appris l'allemand quand j'étais enfant, quand j'avais 13 ans, et je me suis dit pourquoi pas l'Allemagne en fait. Et il y avait une école à l'époque, donc c'est la RWL, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, cette école-là avait un partenaire avec une banque. Et cette banque-là m'a donné 75 000 €, donc le coût de la formation ATPL intégrée à l'époque, sans sécurité, sans avoir de background solide. Et après, ils m'ont filé un crédit à 7,6%, mais sinon, ça va. Ok. Alors, so, du sprichst Deutsch? Ja, ich kann auch Deutsch sprechen, ja. Ah, ok. Bon, non, je vous rassure, on va pas faire l'entretien en allemand. Also, weiter jetzt. Alors, c'est aussi une bonne entrée entière parce que du coup, français, allemand, anglais, tu confirmes ça, qu'il faut et, bien... il faut essayer d'être un peu multilingue, du moins l'anglais c'est tout à fait important, le français pour travailler en France, et puis sinon n'importe quelle langue supplémentaire est un plus, quoi. Ouais, ok. Alors déjà, celui-là, on va le Et mettre du coup, en avant parce que c'est NeoWise09 qui dit « Ich liebe dich Ah, ich Ah, liebe dich, donc tu vois, ouais. D'accord. ». Il a fallu attendre 20h06 pour avoir la première déclaration, c'est beau. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Ça vient du fond du cœur, merci. Merci NeoWise. Ich spreche kein Deutsch, ça y est, ils se mettent tous à parler allemand dans le chat, c'est parti. C'est comme vous voulez. Nico, Ouais, non, je disais, et donc ta formation, elle était en quoi? En allemand, en anglais? Eh bien, en fait, les deux. En gros, D'accord. on va dire l'inconvénient d'être en Allemagne, c'est que la formation est en partie allemande. Et le français est ma langue maternelle. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, il y avait des mots où je bloquais dessus parce que toute la partie technique en allemand, un moteur, c'est un moteur, une bielle, c'est une bielle, Ouais. une manivelle, c'est une manivelle. Mais en allemand, Saugstang et tous ces trucs-là, c'était un peu compliqué. Mais sinon, le reste est anglais. Et puis l'anglais, c'est assez kiff-kiff avec le français sur les mots techniques. Enfin, du moins, on peut le comprendre, quoi. Ah ouais, je connais un mot technique, tiens. Schrumpflüsse. Ouais, c'est presque ça. Ah, c'est pas... ah, C'est tu vois, presque ça. tu vois C'est presque ça. presque ça. Non, et c'est presque ça à quoi par rapport? Donc en français, tu aurais compris quoi? Si tu peux répéter, parce que le début, je j'ai pas compris. Pardon. J'ai entendu à la fin, Non, ça a un mais- rapport avec une clé, mais Ouais, j'étais pas loin. En fait, j'ai appris l'allemand en regardant la 7e compagnie. d'accord. Ah, d'accord. Il n'y a rien de mieux. Et oui, un Schrumpflüsse. Ok. Avec, c'était pour rigoler. C'était Bah pour oui. rigoler aussi. Ça fait rire, Ça serait j'entends rien. éventuellement un trousseau de clés, mais ça reste. D'où ça devient cette passion de l'aviation? T'as toujours voulu faire ça depuis tout petit ou? Et je suis, on va dire quelque part privilégié. Je suis, on va dire un peu né dedans. Mon père était navigant à l'époque. Il a commencé dans les années 80, 82 si je m'abuse, et il a commencé en tant qu'Allemand. Donc il a émigré en France, il a appris le français et puis il a fait des petits boulots à droite à gauche. Mmh. Et en 82, il y avait une annonce dans le journal à l'époque. Voilà, on cherche des PNC pour UTA. Et il a dit OK. Pourquoi pas avec son accent allemand. Mmh. Et donc il est allié et il m'a dit, l'interview c'était assez simple, c'était bon monsieur, vous avez une chemise blanche, un pantalon de costume, demain vous partez à l'autre bout du monde. Voilà, c'était ça l'interview. Quasiment. Voilà. Et il a forcément dû faire toutes ses certifs, mais c'était comme on en fait plus des interviews comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui, quoi. Ouais, bah oui.
Voilà. C'est beaucoup plus étudié, beaucoup plus recherché. Mais C'est toi, ça. quand tu étais petit, donc avant 13 ans ou après 13 ans, comment tu vivais cette passion? Tu avais déjà cette passion de l'aviation? Alors oui, en gros, Enfin, alors comment tu la vivais? Tu faisais enfin, je pose toujours la même question, mais tu faisais des maquettes ou tu lisais des revues, des livres? Bah, en fait, c'est, on va dire, avant 13 ans, mon père était encore navigant, donc jusqu'en 2001, et donc je suis un enfant de 94, hein. Et je me souviens, mon père qui me disait, bah écoute, fiston, papa, il part, tu dors 14 fois, papa, il revient. Et donc moi, je comptais Ah oui. les sommeils, genre un dodo, deux dodo. Des fois, j'essayais de tricher un peu en dormant l'après-midi, tu vois. Mais, mais voilà, c'était l'oncle de l'époque, quoi. Et puis, Ouais. j'ai eu la chance forcément d'être avec lui, donc j'ai habité un peu à l'étranger aussi. Ma mère, elle est née à Tahiti, enfin voilà, quoi, un peu tout ça, quoi. Et donc j'ai été aussi là-bas étant gamin, et le DC-10, cockpit immense, ça sent bon, ça sent le kérosène, ça sent la transpi des cabin crew, ça sent la transpi des pilotes, l'expérience, le cigare, enfin il y a un peu tout, quoi. Ouais. C'était un mood, et puis, voilà, voir en uniforme, ça impose, quoi, surtout quand on est Bah oui. enfant. Aujourd'hui, pareil, comme quand je vais à l'aéroport et que je suis en uniforme, il y a toujours des enfants qui disent ah regarde, il y a un pilote. Et c'était le Ah même ouais. regard que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Ouais. Ah, c'est impressionnant, ouais. Donc c'est une Tu suite vois, logique Après, des choses. forcément, la simulation par-ci par-là, mais bon, je suis pas forcément doué là-dedans. Et puis faire un vol long courrier devant un PC, alors que bon, Tu admettons, le je fais au suis pas payé, quotidien. c'est pas- Voilà, c'est ça. Ok. Donc finalement, c'est un enchaînement logique des choses. Hein. Exactement, exactement. Donc le parcours scolaire, donc j'ai fait mes classes plus ou moins en France. J'étais à l'étranger à droite à gauche. Les cours du CNED. Je suis revenu à la métropole, c'était en 2006. En 2007, je suis parti en Allemagne où j'avais redoublé ma sixième parce que je parlais pas un mot d'allemand à l'époque. Parce que Ouais. mon père m'a jamais parlé allemand quand j'étais enfant. Et, donc j'ai retapé ma sixième. J'ai appris l'allemand sur place. Après un an, on est retourné en France, dans le sud de la France, à côté de Toulon en fait. Ça s'appelle Sifour-les-Plages, hein, un petit patelin de la Ah, Côte c'est cool, d'Azur. ouais. Voilà, Je connais entre bien. la Seine et Sanary, voilà, pour les aficionados. Et puis ensuite, en 2010, on est parti à Toulouse. J'ai fait ma première à Toulouse. J'ai fait mon BIA à Toulouse à l'époque. C'était à Ah Lasbord. ouais. T'es passé par le BIA, d'accord. Exactement. En fait, ça coûtait 30 balles par mois. Et donc, mon père pouvait se le permettre de mettre 30 € par mois pour que je fasse une demi-heure de vol à la fin de l'année. Et c'était un DR400 et j'en ai une très bonne expérience. J'ai encore contact des fois avec celui qui nous a instruit, l'instructeur sol. Ouais. Et voilà, très très bon souvenir. FGXPP hein, dans mon cœur à tout jamais. Voilà. Et donc, hors antenne, tu racontais qu'en fait ton père il avait subi la crise, tout ça, donc du coup il volait plus, c'est ça? Il avait Exactement, en arrêté sa fait, carrière de pilote. c'est ça, début d'année 2001, donc on vivait très bien. Crise de pilote, la compagnie a fait faillite. Début d'année, donc mon père a été licencié, licenciement économique. Ensuite, donc, il a vendu la maison à perte. Il y a eu le 11 septembre en 2001. Et ensuite, les soucis familiaux ont fait que mes parents ont divorcé. Et donc, j'ai grandi avec mon père tout le temps et mon petit frère. Et puis voilà quoi. Donc mon père, il a fait complètement autre chose. Il a complètement arrêté l'aviation. D'accord. Et là, le fait qu'il te voit maintenant pilote de cargo comme ça, il doit avoir une certaine fierté ou non? Alors, il est très Il fier. voit un peu sa continuité un peu lui-même, non? Continuer un peu Exactement, lui-même. il est très fier. Cependant, je l'ai amené quelques fois avec moi, avec ma compagne actuelle, et il m'a dit c'est pas pour moi. C'est ouais. plus pour moi. Il trouve que Il est trop vieux pour ça maintenant. Hein. le temps est passé ou c'est quoi? C'est la technologie qui fait que. Non, c'est pas la technologie, parce que ça reste des écrans et des boutons. Hein, voilà. Mais c'est par exemple avoir du minimum rest, où en fait on fait un vol de 12, 13, 14 heures de long, et puis on reste un jour sur place, et puis après on repart, et on fait une sorte de poussette un peu bizarre, des W. Assez contraignants au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue. Donc, Et alors que lui, en quand fait, il partait, il faisait Orly, Los Angeles, il restait 3 jours. Los Angeles, Pape été, il restait une semaine. Pape été, Los Angeles, il restait de nouveau 3 jours, puis après il rentrait. Ça, c'est les vacances. Ouais. Alors que chez nous, le minimum reste, on connaît bien, quoi. Ah oui, donc du coup, c'est ça, en fait, les conditions de travail ont vraiment Exactement. changé, pas vraiment dans le bon sens, en fait. D'accord. On remercie Fingergold qui vient de renouveler son abonnement là. Et on salue Togalok qui vient d'arriver. Salut l'ami Toga.
qui est avec nous. Eh bien, écoute, si moi j'avais une question, parce que tu parlais de ton papa donc, qui volait sur DC-10. Il y a eu un crash de DC-10 il y a quelques semaines là. Ça t'a fait un effet particulier Ouais, donc c'était un MD-11, mais c'est un successeur du DC-10. C'est un DC-10 avec des winglets et de l'EFIS, mais sinon ouais. Alors ça m'a fait quoi? Je vais dire, on va commencer, ça m'a fait de la peine pour les collègues, ceux qui ont perdu leur vie, forcément leur famille, dans l'aviation cargo. Donc c'est vrai qu'on se dit, bordel, on est en pic 2025, ça arrive toujours. Ils ont rien pu faire. Enfin, on voit les vidéos, on se dit tout de suite, ça a été fatal, quoi. Ouais. Voilà, donc on va pas non plus se prononcer sur qu'est-ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit. Chacun a un avis, j'ai aussi mon avis, c'est normal. Mais on va attendre les rapports d'enquête. Les résultats d'enquête. Ok, bonne décision. Cette question de NeoWise par rapport à ton parcours, est-ce qu'il faut être doué en maths pour faire pilote, faire prépa, etc. Alors doué, ou est-ce que c'est un plus? Alors, forcément, avoir des mathématiques, c'est un gros plus. Cependant, on n'a pas besoin de faire la sup ou la spé, enfin maths sup, maths spé pour être pilote. Un bon livre de 3e en mathématiques, et ça suffit. Dans la vie de tous les jours, ou pour passer les NAC, peut-être pas, parce que pour passer les NAC, il va falloir faire maths sup, maths spé, puisque le concours se base sur la sup. Mais sinon, si on sait faire des pourcentages, une règle de 3 et quelques fractions et du calcul mental, ça devrait aller. On connaît un peu de trigo et ça passe. Ok. Est-ce que c'est une formation différente entre pilote passager et pilote cargo? Moi, je sais qu'il n'y a pas de différence, mais il n'y a pas de... C'est pareil, en fait. C'est exactement pareil, en fait. Quand on sort de l'école de pilote, on est formé à être pilote. Voilà, on a on a un Frozen ATPL, un CPL IRME avec une MCC et une JOC à l'époque. Aujourd'hui, ils ont racheté un module un peu, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui, mais à l'époque où je l'ai fait, c'était MCC JOC. Ouais, le Jet Oriented Course. C'est ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est APS, je crois. Voilà, APS, MCC, je crois qu'ils appellent ça. Mais voilà, et en fait, on est formé à voler, à être pilote, à être copilote de base avec un CPL. Et qu'ensuite on fasse de l'aviation privée, qu'on fasse de l'aviation de ligne, qu'on fasse du bouche pilote, on a besoin de la même licence de base. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Alors tu disais là tout à l'heure en antenne, c'était assez rigolo, puis j'en ai parlé au début de l'émission. C'est quoi la différence donc entre faire pilote de passager et pilote de cargo? Alors je vais citer le chef de ma boîte actuelle, qui c'est un ancien, il doit avoir presque 75 ans maintenant, où il dit, alors en allemand, je vais d'abord le faire en allemand, comme ça va être drôle. Luftfahrt motzt nicht und Fahrt kotzt nicht. Alors, ce qui veut dire littéralement que les paquets, donc le cargo qu'on transporte, il ne râle pas et le cargo ne vomit pas, ne gerbe pas, comme on le dirait en allemand. Donc voilà. Ils ont de l'humour outre-Rhin, quand même. C'est l'aviation cargo. Alors, pour les jeunes là, qui nous écoutent, choisissez vos compagnies. Exactement. Voilà. Il y a une question justement, parce que tu parlais tout à l'heure, c'est Néo qui demande si Ryanair c'est une bonne compagnie pour commencer. Tout à fait. Alors, Ryanair est une très bonne compagnie en termes training. Le training de Ryanair est, si je ne m'abuse pas, un des meilleurs en Europe. N'importe quelle compagnie dans laquelle j'ai pu postuler à droite à gauche, ils savent tous que Ryanair, c'est un training solide et que les gens qui sortent de la formation Ryanair, c'est-à-dire la QT et puis les SOP Ryanair qui sont assez stricts, sont en général des gens qui savent se tenir au livre, qui savent être rigoureux. Et donc, voilà. Ryanair, je recommande, parce que le 37, on vole beaucoup, ça va être des journées à 4 secteurs en général, 5 jours d'affilée, ensuite 4 jours off, puis après on repart sur 4 secteurs. Donc il y a beaucoup de maniabilité, on vole avec beaucoup de gens différents, de plus de 80 nationalités différentes, ce qui est vraiment un plus. Et on apprend à s'adapter très vite avec tout le monde. Okay. Si on parle de Ryanair, niveau contrat, ça va être un petit peu différent. Ouais. Dans tout ce qui est management, ça va être un peu différent, mais pour ce qui est collègues, cabine, sol, c'est super quoi. Pour commencer, c'est super. Est-ce que je dirais faire toute sa vie à Ryanair? Ça peut être compliqué si on a une vie de famille, des enfants, puisqu'en fait Ryanair peut du jour au lendemain fermer une base et vous dire, voilà, vous êtes basé, admettons, moi qui suis à moitié niçois, parce que c'est une ville de cœur pour moi, c'est là que j'ai fait mes études, etc. Mais admettons, il y a une base à Nice, Ryanair, vous êtes copilote et vous voulez passer de captain, et Ryanair va vous placer à l'autre bout de l'Europe.
Ouais. Ah oui. Et après, vous arrivez sur une liste d'attente pour éventuellement retourner à Nice. Par contre, si vous arrivez à être capitaine dans la base où vous habitez, avec la vie de famille à côté, etc., si Ryanair ne ferme pas la base, comme par exemple ça s'est passé avec Francfort, où ils ont fermé la grosse base de Francfort, hein, la plus grosse base d'Allemagne à l'époque, ils l'ont fermée D'accord. puisque en fait ils avaient des accords avec l'aéroport. Et donc les gens se sont retrouvés à habiter à l'autre bout de l'Europe. C'était ou bien vous bougez à l'autre bout de l'Europe, ou bien on arrête le contrat maintenant. Ouais. D'accord. Donc ça peut être un peu compliqué. Ok. Et par contre, pour faire ses armes, comme tu dis, c'est bien quoi. Pour faire ses Bien armes, sûr. l'expérience, tout ça. C'est ça. Et si Ouais, c'est bon, quelqu'un ça va. aime éventuellement être basé à l'autre bout de l'Europe et puis que la vie de famille suit avec, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas. Ouais, Les puis pour salaires les sont jeunes, c'est bien corrects. parce que en général, les jeunes, ils sortent d'école. Je pense que c'est une bonne marche pour monter la carrière, quoi. Parce que Exactement. au début, quand on est jeune, on n'a pas vraiment de famille. Voilà. Exactement, et puis on est un peu plus mobile, et puis, alors je vais pas dire que le parcours standard c'est école de pilote, Ryanair, Emirates, mais en Oui. général, il y a beaucoup de gens qui font ça, quoi. Ils font leurs 1500, 2000 heures chez Ryanair, puis après, ciao, ils veulent voir le long courrier. Ouais. C'est ce que dit aussi Toga, hein. Pour commencer, n'importe quelle compagnie est bonne, hein. Je suis d'accord. Voilà. Et cette question justement de Toga, qui est un peu humoristique, on le connaît, hein, il aime bien titiller. Pourquoi il y a des boutons seatbelt dans les avions cargo? Et ben, c'est parce que, en fait, alors du moins dans le 777 Cargo, on a une cabine. On a une cabine avec 4 sièges business, parce qu'on ne lésine pas sur le confort des équipages. On a 2 jump seats et on a aussi, on va dire, 2 couchettes, enfin un lit superposé, quoi. Avec le matelas qui est un petit peu dur, mais sinon, en dehors de ça, ça va. Et du coup, il y a des voyants là-bas. Enfin, il y a des voyants Exactement, les déportés. voyants là-bas. Exactement. Et aussi, en fait, dans la soute cargo, donc on va dire dans le main deck, donc sur tout ce qui est, en général, là où il y a les passagers assis, des fois, on transporte des chevaux, des animaux qui ont besoin de vétérinaires ou des gens qui s'occupent d'eux, tu vois. Et ces gens-là, quand ils vont dans la soute pendant le vol, puisqu'ils vont voir leurs animaux plusieurs fois par vol, ces gens-là doivent amener avec eux une bouteille d'oxygène, et si on voit qu'il y a une turbulence, on met quand même le signe pour dire voilà, quand on met le signe donc seatbelt sign on, il y a toutes les lumières du cargo qui vont flasher, et ils doivent revenir s'asseoir et s'attacher, quoi. Ouais. Bon, il y a des raccourcis dans le chat où ils ont compris que c'était le cheval qui devait avoir la consigne. Non. Vous êtes Ouais, exactement. le Le cheval aussi, il faut qu'il soit attaché, parce que sinon c'est pas sympa. Donc seatbelt, hop, le cheval s'attache. C'est beau. Et donc, vous pouvez aller dans la partie cargo, vérifier si tout est bien attaché aussi, les caisses, etc. Non On peut le faire, cependant, notre boulot, ça reste pilote. On n'est pas, loadmaster, donc on va pas checker si chaque cran de sécurité a été mis, quoi. Ouais. Et On peut le vous faire. partez toujours à la masse max, non? Non, C'est pas toujours. Non. Ça va dépendre. On le fait très souvent. Alors, on a des lignes, par exemple, dans la compagnie actuelle, donc Aerologic en Allemagne. On a des lignes où on est toujours full. Ça va être Hong Kong, par exemple. Quand on fait Hong Kong pour entrer en Europe, donc à Leipzig en Allemagne, on décolle toujours à la masse max. 347 tonnes, 450 kilos. Voilà. Ah, Toujours 100 kilos près, tu vois. Ouais, c'est magnifique, hein. Le jeu 90, ça pousse. Mais là, oui, on est très souvent à la masse max. Et puis sinon, si on fait des vols, admettons, par exemple, comme j'ai fait mon line check récemment, c'était un Leipzig East Midlands, donc en Angleterre, c'est un vol assez court, hein, d'1h20 à peu près, 1h10, 1h20. Là, on n'est pas du tout à la masse max. Là, on va avoir quoi, peut-être 30, 40, 50 tonnes de cargo. C'est à moitié plein, et puis on n'a pas besoin de beaucoup de pétrole, donc... Vous êtes informé de ce que vous transportez? Vous avez un droit de regard dessus? Alors, pas surtout. On va avoir un document qui s'appelle le NOTOC. C'est le Notification to Captain, où ils ont changé ça récemment. C'est Notification to Crew Member. Parce que, voilà. Et donc, dessus, en fait, on va voir tout ce qui est les Dangerous Goods, les DGR, c'est-à-dire toutes les matières à caractère dangereux, que ce soit explosifs, gaz, flammables, radioactifs, poisons, animaux, tout ça. En fait, on voit ce qu'il y a dedans, et nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément, si on met par exemple de la glace carbonique, que ce soit pas chargé n'importe où dans l'avion, mais qu'il y ait un endroit spécialement pour. Puis après, on peut quand même regarder si le chargement a été bien fait, c'est-à-dire on va pas mettre des animaux
proche de quelque chose de radioactif. On doit laisser une marge. Tout ça, c'est un gros livre qui s'appelle le IATA DGR. C'est un livre mouse costaud et c'est pas sympa. Une fois par an, on doit faire un training dessus où on cherche, mais c'est comme un gros bottin. Tu sais, un peu comme les pages jaunes à l'époque. Ouais. Le gros bottin où en fait t'es là, tu cherches un peu toutes tes feuilles selon le code, etc. Et puis tu dis ça peut être chargé dans des avions cargo uniquement, seulement si, etc. Et donc on doit faire des cours avec ça, quoi. Ok. Donc Hong Kong, tu ramènes des trucs d'Hong Kong, c'est quoi? C'est des cartons, tu sais d'où ça vient et à quoi ça va servir ou pas du tout? Alors, ça s'appelle des ULD, ce qu'on transporte en général. Alors, on peut transporter des palettes avec des cartons empilés dessus, mais sinon, ce sont des ULD. Ce sont des grands containers qui sont faits pour le transport, qui sont faits aussi pour le type d'avion. C'est-à-dire un ULD 777 ne peut pas être chargé sur un 747 et inversement. Et en fait, dans ces ULD, ils vont mettre plein de trucs. Et nous, en fait, on va savoir est-ce que l'ULD est à caractère dangereux ou pas. Et sinon, on ne sait pas forcément ce qu'on transporte. Ils disent consumer's commodity. C'est le truc qu'on voit le plus souvent, où en fait, ça peut être du parfum, ça peut être demain on achète une goodie sur Temu, voilà, et, ça se transporte et puis voilà. Ok, ça marche. Ça va transporter mes jeux là quand je les ferai fabriquer en Chine. Par exemple. Oh super. Allez nous faire rêver, Nico. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que tout à l'heure tu parlais des chevaux, donc la question c'est qu'est-ce que tu as transporté de plus insolite en fait? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, tu dis tiens, on a transporté ça et puis on rentre dans l'avion et puis il y a une odeur bizarre, donc on pense tout de suite à une fuite d'huile, une connerie, etc. Au sol encore. Je regarde dans le cargo et on voit 50 tonnes de poussins. Voilà, on a regardé sur le notoc. Ouais, poussins vivants, 50 tonnes de poussins vivants. On a transporté ça, c'était de Dubaï jusqu'à Tashkent. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de poussins à Tashkent et pourquoi est-ce qu'ils viennent de Dubaï? Je ne me pose pas la question. C'est. Ils partent en vacances. Voilà. Ouais, possible. 50 tonnes de poussins, donc on rentre dans l'avion, ça sent un peu la basse-cour. Oui, d'accord. Je vais faire mes recherches, je vais regarder combien ça pèse un poussin. Un poussin. Je vais regarder combien ça pèse et donc je vais compter combien, je vous dirai quoi. et donc du coup, alors ça c'était une question des TPL, ça. Si les poussins ils s'envolent, est-ce que l'avion est moins lourd dans l'avion? Très bonne question. Techniquement, oui. Alors moi j'ai la réponse. C'est bien la réponse. Ouais, je dis que la masse ne bouge pas, tout simplement parce qu'un poussin a du duvet, n'a pas de plume, donc il ne peut pas décoller. Merci. Voilà. Ça dépend comment est-ce qu'on peut turbulence dans ce cas-là. Cette question, est-ce que tu recommandes un MPL? C'est Néo qui la pose. Alors, il y a un avis un peu mitigé sur l'MPL en général. J'en ai pas fait personnellement, donc je pourrais pas dire est-ce que c'est bon ou pas. Le problème du MPL, et j'ai une amie qui a vécu ça, qui avait fait un MPL donc chez Air Berlin à l'époque, et Air Berlin a fait faillite. On peut expliquer juste le MPL, parce que j'entends rien qui dit MPL, qu'est-ce que c'est? D'accord, le MPL c'est pour le Multi-Pilot License, si je dis pas de bêtises, où en fait, au lieu de faire une licence de pilote standard, on va d'abord faire plus de simulateurs, plus de training pour la compagnie directement. C'est-à-dire qu'on sort de l'école, on a, si je m'abuse, à peu près 120 heures, 130 heures à la place des 140, 150 heures de vol qu'on a avec un ATPL. Et vous êtes déjà directement formé sur la machine. C'est-à-dire que vous faites, comme d'habitude, par standard, ça fait 50 heures, PP, etc. Et ensuite, vous passez sur du simulateur, admettons 320, 37. Et à la clé, vous avez quasiment un boulot, puisqu'en fait, c'est en général les compagnies qui offrent des MPL. Ce qui est intéressant, puisque derrière, ça, quelque part, ça solidifie le fait d'avoir une offre d'emploi, ce qui est assez compliqué si on fait ça en whitetail. Donc, si on fait, par exemple, comme moi, où à la fin de la formation, super, tu as une licence, mais tu n'as pas de boulot. Mais là, c'est comme si vous faites un permis de voiture, et à la fin, vous avez directement la voiture pour pouvoir conduire. Et donc, est-ce que je le recommande? Forcément, si quelqu'un veut rentrer dans l'aviation, je vais recommander un MPL. Cependant, cette personne-là doit se renseigner sur la compagnie, pas que la compagnie ait des problèmes financiers, comme par exemple Air Berlin à l'époque. Donc, par exemple, l'exemple d'une bonne amie à moi, elle a fait donc les MPL Air Berlin. Elle est rentrée chez Air Berlin, QT320, tout se passait pour le mieux. Elle a fait à peine 50 heures de vol en ligne, que la compagnie a dit « ouais, ça suffit, on arrête là ».
Et elle s'est retrouvée avec une QT 320 avec pas d'air dessus, puisque en général, les compagnies ne recrutent pas des gens avec une QT sans heures. Ça n'a aucun sens. Et comme elle n'a pas la TPL, elle a dû rattraper des heures, des heures en monomoteur ou en multimoteur à piston pour pouvoir transvaser vers un CPL et trouver un autre boulot. Ah, c'est ça, c'est que tu es limité à la compagnie et tu n'as rien d'autre en fait. C'est une licence en gros interne à la compagnie. C'est exactement ça, c'est comme un permis de voiture, parce que j'aime bien faire l'analogie avec la voiture, parce que ça parle un peu plus à beaucoup de monde en fait. C'est que tu fais un permis voiture et tu peux conduire qu'une seule voiture. Admettons, on fait un permis Toyota Yaris et on peut conduire qu'une Toyota Yaris. Demain, tu veux avoir une Twingo, tu ne peux pas la conduire. Parce que tu peux conduire que des Yaris. Voilà. De couleur rouge, admettons. Alors que le CPL, IRME, ATPL, là, par contre, tu peux passer sur différents avions, voire même devenir commandant de bord, ce que tu ne peux pas faire en MPL. Alors, avec un CPL, on ne peut pas devenir commandant de bord directement, il faut un ATPL. Mais c'est vrai. Alors, le MPL, c'est pareil. Après 1500 heures, on unfreeze le MPL et on peut devenir commandant de bord aussi. C'est pas, on n'est pas bloqué. D'accord. Oui, bien sûr. Après 1500 heures, le MPL s'unfreeze et on a un ATPL. C'est juste, en fait, on va dire le début de la formation qui est compliqué, quoi. D'accord. Ok. Très bien. On remercie. Alors déjà, on salue Blue Bees qui est arrivé, qui est nouveau, donc nouveau follower. Bienvenue à toi et merci à Julien EPF qui a pris un abonnement avec Prime. Merci beaucoup, mon cher Julien. Néo, toujours, qui pose cette question, plus Airbus ou plus Boeing? Boeing. Ok, c'est réglé. Bon, en même temps, Ryanair est aujourd'hui. Voilà. Exactement. Ok. La question de Philémon. La séparation de responsabilité du commandant et du loadmaster, est-ce que c'est toujours très clair? C'est-à-dire? Alors, si j'interprète la question, est-ce que les domaines de responsabilité sont bien délimités entre qui a chargé et quelle est la responsabilité du gars qui charge? Et est-ce que le commandant de bord doit vérifier ce que le gars a fait ou pas? Alors, oui. Alors, le commandant de bord, exactement. Alors, reprenons dès le début. Le loadmaster, donc la personne qui va charger l'avion, on doit lui faire confiance. Elle doit savoir faire son boulot. Cependant, en aviation, il y a toujours des crochets qui se font, c'est-à-dire que ce soit le commandant de bord ou même par exemple un copie ou quoi que ce soit, on peut toujours avoir un droit de regard dessus en disant ça m'a l'air bizarre, ou alors mais j'ai une petite question, tu sais quoi, on va regarder dans l'OMA, donc un peu une sorte de Manex, est-ce que c'est bien chargé, etc. quoi. Mais sinon, c'est vrai que la décision finale arrive avec le commandant de bord. C'est-à-dire que lui, à la fin, il doit signer la load sheet, il signe le notoc, il signe un peu tous les documents, et il envoie ça, s'il est d'accord avec. Ok. Il y a pas mal de questions qui arrivent là. Hop, je les mets de côté en même temps. Qu'est-ce qui t'a décidé de passer du cargo, de l'aviation de ligne passager au cargo? C'était un souhait de ta part ou c'est parce qu'il y a eu une opportunité de base? Alors, comme j'aime bien le dire, c'est pas moi qui ai choisi le cargo, c'est le cargo qui m'a choisi. Et dans le sens où donc j'étais chez Ryanair, on arrive en 2019, pour plusieurs raisons je voulais quitter la compagnie, notamment à cause des contrats que j'avais, parce que j'étais auto-entrepreneur chez Ryanair, indépendant. Oui. Et donc j'avais postulé un peu ailleurs, et donc pour moi les opportunités que j'avais, c'était partir au Qatar sur 787, Cargo Luxe, je voulais faire du long courrier, et la boîte où je suis actuellement, Aerologic, et c'était les trois que j'avais postulé à l'époque, donc on arrive vers novembre 2019. En décembre, j'ai été invité par Qatar, j'ai réussi les sélections, et ils m'ont dit début janvier que je devais les rejoindre le 3 mai 2020. Sauf que, entre-temps, il y a eu le Covid. J'ai envoyé donc ma démission à Ryanair, parce que je leur devais 3 mois, au combien j'avais payé ma QT. Bon, s'ils veulent. Et donc, je me suis retrouvé là, piéton, avec d'un côté, plus de boulot chez Ryanair, et de l'autre côté, Qatar qui me dit, ouais, finalement, non. Tu retournes dans le pool, tu ne signes pas le contrat, puisque y a le Covid. À l'époque, c'était même pas une pandémie, c'est une épidémie. On ne sait pas où ça nous mène. Et puis voilà, et quelque part en avril, on arrive vers le 12 avril, il y a Aerologic qui m'appelle en me disant Fritz, ça va, tu veux passer à l'interview d'ici une semaine? Ah ouais. Et donc j'ai passé l'interview et j'ai eu la réponse, c'était mi-mai 2020. Ok. Et j'ai commencé le 1er juin. Donc ça s'est fait comme ça. Avec cette transformation, tu as découvert l'avion ou il y avait quand même des grosses similitudes avec le 737 d'où tu venais?
C'est un triple 7, c'est un bon avion de retraite et ça ressemble beaucoup, au 37 quoi. Ouais. Donc t'étais chez toi, quoi. Voilà, exactement. J'ai fait la QT et bon, il y avait une différence de training forcément entre Ryanair qui est assez strict, assez by the book, et Aerology qui nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre quoi. Ouais. Mais l'avion, c'est le même quoi. Les D'accord. systèmes sont un peu différents, les moteurs sont plus gros et puis il y a plus d'automatisme. Mais sinon, ça a été le dernier bon avion de Boeing, hein, techniquement. Voilà, le premier fly-by-wire et le dernier bel avion de Boeing. Ok. Cette question de Julien, quels sont les horaires des vols cargo? Et donc sur le courrier, on va décoller n'importe quand dans la journée en fait. En fait, la boîte pour laquelle je travaille, on est donc à 50% DHL et à 50% Lufthansa Cargo. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est du fret express. C'est-à-dire que Lufthansa a des lignes et DHL, a des lignes aussi. Et ils nous disent, voilà, vous volez là. Un peu de la doc, mais on a nos lignes officielles, quoi, grâce à ça. Et très souvent, on va décoller un peu tôt le matin, c'est-à-dire entre 23h du soir et 5-6h du matin. Mais par exemple, là, la semaine prochaine, là, le 22, je repars en vol. Je fais un Seattle-Los Angeles depuis Francfort cette fois-ci, où là, j'ai un décollage à 14h. Donc c'est assez peinard. D'accord. Tu es toujours avec le même équipage? Ça change souvent, pendant une rotation générale, pendant une rotation, on va essayer d'être avec le même équipage, mais ça arrive que on split les crews. En fonction, admettons, on a quelqu'un qui est tombé malade récemment à Dubaï, ou moi ils m'ont envoyé à Dubaï en tant que passager. J'avais 24 heures sur place, et puis il y avait un copilote qui arrivait d'ailleurs et un capitaine qui arrivait d'ailleurs, et puis on est reparti quoi. D'accord. Mais sinon, en général, ils appellent ça la cohésion d'équipe, la cohésion d'équipage, où on essaie de garder un équipage pour toute la rotation. Ouais. D'accord. Ok. Néo qui pose cette question, combien de temps dure une escale? Entre le minimum reste, c'est-à-dire 12 heures ou le temps de vol que tu as eu, en fonction des zones que tu traverses, etc. Mais sinon, chez nous, elle va jusqu'à 5 jours, dans le meilleur des cas. Il y a une rotation, par exemple, ça va être 5 jours Los Angeles. Voilà, c'est vacances. Oui. Et on fait quoi justement là-bas? Allez hop, donne-nous un petit peu de... Fais-nous rêver là. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à Los Angeles et que tu es là-bas 5 jours? Je vais dormir, on va commencer par ça. On commence par un bon dodo réparateur. Non, mais 5 jours Los Angeles, c'est vrai que les États-Unis, c'est assez cher. Je sais que on a certains collègues ici qui aiment beaucoup les States. Je préfère l'Asie du Sud-Est parce que la qualité de vie, je la trouve meilleure, par exemple au Vietnam ou même à Singapour, qui reste très cher, hein, ou même la Thaïlande. Ce sont des pays que j'affectionne beaucoup, et donc là, j'ai mes petites habitudes. Donc j'ai le café que j'aime bien. Je vais voir éventuellement des amis que je connais sur place, que j'ai rencontrés en boîte de nuit ou en soirée. T'es en boîte de nuit, toi. Alors, tu voles la nuit en cargo et t'es en boîte de nuit aussi. Quand on a plusieurs jours sur place, voilà quoi. On va tout savoir. Hein. Bien sûr. Est-ce que l'ambiance entre équipage passager, comme tu connaissais chez Ryanair, et équipage cargo, est-ce que l'ambiance est différente? Je dirais qu'en aviation cargo, on est vraiment 3 ou 4 personnes en général. On est toujours en augmented crew, donc on va être 3 ou 4. Et en fait, ça va être un peu comme on va être très vite amis, très vite assez intime, que ce soit dans les discussions, qu'on parle un peu de tout en fait. On s'ouvre vraiment aux collègues, ça fait partie du CRM aussi. Et donc, une fois qu'on arrive sur place, écoute, petite bière ensemble, voilà, tout en resto pro bien sûr, mais on se boit une petite mousse, et puis voilà, et puis on parle un peu, on refait le monde. Hein. Et donc ça se passe très bien. Tandis que chez Ryanair avec les cabin crew, c'est vrai que tous les soirs j'étais à la maison. Ouais. Et donc les cabin crew, on les voit le matin, on leur fait le briefing, on part en vol, tout se passe bien, on rigole un petit peu. Si on a déjà vu une tête quelques fois, on peut s'en souvenir, mais sinon c'est voilà, puis après on rentre à la base et puis salut. Et ça tourne tout le temps et c'est pas tout le temps les mêmes, etc. Exactement. Par exemple, en l'espace de 20 mois à voler chez Ryanair, j'ai volé avec plus de 200 captains différents. Ah oui, ouais. Ah oui, quand même.
Voilà, Ouais, donc ce sont des effectivement, têtes que tu vois, et puis après tu t'en souviens d'un ou de l'autre, et puis c'est là c'est ouais. cool. Mais sinon, ici dans ma boîte, on est un peu plus de 800, on va être bientôt 850 pilotes, donc ça commence à faire un petit peu. Ouais. Mais, non, mais on voit toujours à peu près les mêmes têtes, puisqu'on tourne aussi à 3 ou à 4, donc il y a plus de Oui. chances de se croiser, et là Ouais. c'est cool. Ou alors quand on est en rotation, à Hong Kong par exemple, je sais qu'on a 42 vols par semaine, direct Leipzig-Hong Kong. Très souvent tu vas avoir des amis là-bas, quoi. Il y a un petit côté un peu plus familial. 42 semaines. Un truc. D'accord. C'est ça, 42 vols par semaine, Leipzig-Hong Kong. Ah ouais, donc ça fait... Oui, ça en fait un paquet. Ça fait combien par jour? Cette fois 3,21. 7. Ça fait 7,49. 7 vols par jour? C'est Ah ça, ouais. en moyenne, ouais. Bah là, j'ai eu les stats récemment, ils appellent ça les KPI chez nous, où ils nous disent, alors je trouvais ça intéressant, parce que je le savais pas, mais en octobre, en moyenne, par semaine, on a fait près de 400 vols. On a fait 391 vols par semaine en octobre. Ah, c'est fou. Ah ouais. Et on n'a que 28 avions. Ouais. Ouais, donc tout est optimisé. Hein. Exactement. Il y a Lolo qui posait cette question, vous volez à combien? Alors, c'est voler à combien? C'est quoi? C'est en altitude? C'est la vitesse? C'est le nombre de personnes à bord? Faudrait que tu précises, Lolo, à moins que on ait Bah, on déjà va répondre répondu un à peu ta à tout. question. La vitesse max, on est à 0.87. 0.89 si ça se passe bien, mais sinon c'est 0.87 le max qu'on peut faire éventuellement. L'altitude, c'est répondu. On peut voler au 431 au-dessus de la Chine, et puis sinon voilà quoi. Ok, Et sinon les crews, c'est entre 2 et 4. ok. Et là, en ce moment, vous avez des sacrés détours, là, peut-être, avec l'Ukraine, tout ça, non? Il y a des routes qui sont. Ouais, à peu près. Alors en fait, Il a changé, je sais quoi. qu'au début, quand j'ai commencé à voler ici, on survolait encore la Russie en 2020-2021. Et donc maintenant, en fait, on va longer toute l'Europe, on passe au-dessus des Balkans, et ensuite on va faire Turquie, on remonte par la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, puis après on remonte comme ça. Mais tout ce qui est D'accord. par exemple Russie, Mongolie et Ukraine, Ouais. on le survole plus quoi. On Ouais, perd alors- en moyenne à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie de vol selon où on va. Ouais, c'est ça, c'était ma question. D'accord. Ouais, ça impacte quand même grandement les coûts, finalement. Et donc, du coup, ça consomme, ouais. Ouais. Ça consomme, donc on charge plus l'avion et puis on reste rentable. Ok. Cette question, toujours de Néo, qui est très actif, on le remercie. Est-ce que tu as déjà eu des grosses pannes en vol? Alors, est-ce que tu as des petites anecdotes là-dessus? Du CRM, peut-être, de la manière dont tu les as gérées, ou vous les avez gérées à bord, etc. Bon, du CRM, on a toujours quelques personnes qu'on aime plus ou moins. Je veux dire, un peu comme partout, hein. Il y a toujours ce fameux collègue qui nous casse un peu les bonbons. Mais, mais rien de bien méchant. Et puis sinon, en termes techniques, chez Ryanair à l'époque, bon, maintenant il y a prescription, mais j'ai eu un feu moteur au sol au démarrage du moteur, hein. Donc il y a le grand crew qui nous dit ouais, ça brûle. Bon, appelez les pompiers, et puis on attend là, et puis voilà quoi, pas d'évacuation, rien de tout ça. Autre chose chez Ryanair, donc il m'a envoyé à l'époque plusieurs fois out of base, c'est-à-dire en fait j'étais donc basé en Angleterre à Stansted. Et j'étais débasé pendant 5 jours ou des fois 6 jours à une autre base à travers l'Europe. Et j'étais basé à Chania, peu importe, en Grèce, sur l'île de Crète. Et en fait, donc, il nous envoie. Donc je suis là-bas pendant 5 jours. Il n'y avait que deux vols. C'était Chania-Athènes et Chania-Memmingen dans le sud de l'Allemagne. Et donc, je fais un Chania-Memmingen, j'arrive à Memmingen, tout se passe bien. Le capitaine a volé, il a fait l'aller. Nickel. Et puis, on vient les packs, on en remet d'autres, on remet le pétrole et c'est parti. On décolle, positive rate, gear up. Hein. Et puis là, dans le champ de vision en périphérique, je vois un truc noir qui fait pouf. Et en fait, on commence à avoir des vibrations au niveau du moteur, rien de bien méchant. Engine limit search stall hein, sur Boeing. Et en fait, on est en montée, le moteur, on voit que ça va pas, mais il fonctionne encore. On le coupe par précaution et on fait une diversion, pas Memmingen, mais en fait, on appelle la compagnie, nous dit vous allez à Frankfurt-Hahn, ce qui était une base maintenance de Ryanair. Et donc, on a fait single engine Memmingen-Hahn. Voilà. Ça faisait combien de temps de vol à peu près? C'était quoi? C'était même à peine 40 minutes, même pas. Ah oui, donc c'est à côté. Oh oui, c'est à côté. Ouais. Mais voilà, Memmingen, la piste, elle est pas folle non plus, quoi. Donc tu as expérimenté le Frankfurt-Hahn, N-1 en 737. Exactement. Puis après, forcément, c'est pas moi qui atterris, c'est le collègue, c'est le capitaine à l'époque. Et puis, il a géré ça. C'est juste faire des checklists, parler, et puis ça vole, quoi. Ça prouve que c'est un bon avion, bien étudié, quoi. N-1, tu fais une petite croisière.
Exactement, mais ça Ouais. c'était voilà, c'est la plus grosse dinguerie qui m'est arrivée. T'as fait une Dans demi-soli, en fait. ouais, c'est ça. Bon, on s'est Donc, pris du un coup, aigle sur ton allemand, hein, carnet de mais vol, t'as mis en single engine alors, non? non, mais je me suis mis un petit reminder de ce vol-là, tu sais, à la fin, on peut mettre des petits commentaires. Mm. Ouais, j'ai mis petit commentaire, voilà, baptisé N-1. Et c'était pas un poussin. Non, c'était, tu sais, les bons gros aigles allemands, là, qu'on connaît bien. D'accord. Ouais. Mais voilà. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, par exemple, Hong Kong, je pense que ça arrive au moins une fois dans la vie de chaque collègue. Un wind shear. Un wind shear, on l'a eu en négative au décollage, changé à bloc. Bon, on est là, on bataille un peu avec l'avion, quoi. Ça a Ouais. duré bien. Donc, J'étais wind aux shear, commandes, pour les ça a duré, non-initiés, c'est un cisaillement de vent. c'est ça. En fait, c'est le vent qui va changer de direction et d'intensité en l'espace de quelques secondes et sur une distance donnée. Et donc on voit que l'avion, bah ça veut pas, quoi. Donc l'avion a la patate pour, hein, ça reste un Ouais. 777 qui a des moteurs surpuissants par rapport à ce que c'est, mais nous on est là devant, pas encore l'autopilote puisqu'on peut voler manuellement chez nous et bon, t'es là, et ça a vraiment l'air d'une éternité en fait. T'es là, tu batailles, tu fais ce que t'as appris en simulateur, tu fais ce que t'as appris, et puis à un moment donné avec l'expérience, bah t'as un peu une sorte de ressenti. Et, En fait, et- concrètement, c'est quoi? C'est l'avion qui monte pas, c'est ça? bah, en gros, c'est la vitesse dans tous les sens. Alors, Ah. dans le fait Ah où oui. j'ai eu moi la negative wind shear, c'est-à-dire que le vent venait de derrière, il venait de face de base, et Hong Kong est Mhm. assez connu pour ça, c'est assez montagneux, l'arrivée c'est très Ouais. joli, hein, j'adore Hong Kong, mais en fait, passer 300-400 pieds, le vent change de direction, et puis t'es à la masse max, t'es pas encore arrivé à l'accélération, et que Ouais. l'avion il veut plus voler, quoi. Mhm. Tu vois le vecteur vitesse qui descend à balle, et tu te dis, Mhm. ah merde. Et donc tu fais wind shear toga, donc la manœuvre qu'on fait chez nous, hein, wind shear toga, petite référence à mon collègue Toga. Mais voilà, donc appuie dessus, et puis t'as les deux mains sur le manche, Sur le manche, puis ouais. tu batailles, quoi. Et puis une fois que c'est fini, bah écoute, on recommence normalement, et puis bon voilà, sans être vulgaire, tu suis un peu du cul, quoi. Ok. Mais non, Et, mais c'est impressionnant, et puis ça rend un peu humble. Ça bah oui, rend humble. c'est T'es ça. là, et puis tu dis, ah ouais, pas mal quand même. Ouais, la nature, hein, quand elle s'y met. Ah, on fait pas le Et fier. c'est à Hong Kong qu'il y a toujours le damier là sur la montagne là? Eh ben, ils ont fermé l'aéroport il y a pas mal d'années déjà. Ah J'étais, d'accord. Je suis au courant, c'est bien. c'est ça, c'était Kai-Tak, D'accord. le fameux. Mais le damier, il est encore là. Ouais. D'accord. Damier, et d'ailleurs, on peut aller le visiter, Ouais. le damier. Aujourd'hui, sur l'ancienne piste, bah, ils ont construit un port, quoi, où il y a des containers maintenant. D'accord. Ok. Il y a quelques questions qui continuent d'arriver. On salue Ferrari 9 qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir à toi. MashSky66, bonjour, merci pour ce live intéressant. Penses-tu qu'il est possible, dans une évolution de carrière, de passer d'un avion turbopropulseur CS-25, donc type ATR, Dash Q400, à un gros porteur 777 ou à 330? Bien sûr. Bien sûr. Mon collègue de type rating donc chez Aerologic a été l'un de mes exemples. Il a fait l'école de la Lufthansa à l'époque. Il devait rentrer chez la Luft, mais il n'est pas rentré parce qu'ils n'avaient pas de place, ils ne recrutaient pas à ce moment-là. Et donc il est parti chez Austrian. Austrian qui avait des Dash 400 à l'époque. Il a fait à peu près 1000 heures de Dash, puis après il est venu chez nous sur 777. Voilà, c'était assez simple. Mais il existe des passerelles bien évidemment entre prop et jet. Ok. Donc c'est tout à fait faisable, si c'était la question de base. Bien sûr. Est-ce que c'est facile? Pas forcément, mais ça reste faisable. Ouais. Ok. J'entends rien qui nous pose cette question. Lorsque vous allez jusqu'à Hong Kong chargé à bloc, faites-vous le retour à vide ou alors est-ce que vous attendez une nouvelle cargaison à Hong Kong que vous ramenez? Alors en fait, l'avion, pour comprendre, lui, il fait un aller-retour. Il reste que 2 heures sur place. Ou alors il fait un Leipzig-Hong Kong, ensuite il fait Hong Kong-Cincinnati par exemple. Et en fait, les 2 heures qu'on a sur place, l'avion va être chargé. On essaie forcément de charger l'avion à bloc. On fait pas juste nous l'aller, l'avion attend là un jour ou deux sur place, puis après il repart avec nous. Ça serait un peu bête pour tout ce qui est financier. C'est pas viable. Un avion au sol est un avion qui coûte de l'argent. Et donc on essaie de faire voler les avions au maximum qu'on peut. C'est-à-dire que 2 heures au sol, puis après ça repart, quoi. Donc vous arrêtez, Soit à droite, à gauche.
Vous partez en fait, vous allez vous reposer. Pendant ce temps, il y a un autre équipage qui est sur place, qui prend le relais, qui repart. Exactement. Ok. C'est exactement ça. En fait, on fait la poussette. Ouais. Ok. Un sandwich là sur le bord de la porte et puis hop, on repart quoi. Exactement. Si on a un peu de retard, ça nous arrive des fois qu'on croise le crew qui attend pour prendre l'avion pour repartir dans l'autre sens. Donc c'est assez drôle. Mais ils repartent pas toujours là où, de là où on est parti. On est parti, admettons, de Leipzig, on va à Hong Kong. Et le crew, lui, qui est déjà à Hong Kong, qui est parti de Dubaï par exemple, il va prendre l'avion pour faire un Hong Kong-Bahreïn par exemple. D'accord. Et vous, votre équipage, du coup, vous attendez pour... c'est ça, nous on a 24 heures sur place, petit dodo, petite bière, et puis ça repart. Ok. Voilà. Néo, à quelle fréquence tu go around? Est-ce que vous avez des remises de gaz fréquentes ou pas? Non. Non, sur 777, relativement peu, avec les procédures qu'on a dans ma compagnie. Du moins, on a des critères de stabilité assez tôt, ce qui évite d'arriver hot and high, c'est-à-dire trop vite et trop haut. Et donc, c'est assez infréquent. Je dis pas que ça n'arrive pas. Sur 777, j'en ai encore jamais fait de go-around. J'ai fait... chez Ryanair, j'ai fait quelques go-around, oui, puisque là, en fait, c'était un peu différent. Approche à vue, sur piste courte, du vent qui souffle un peu n'importe comment, en Irlande, par exemple. Voilà, donc, mais sinon, non, dans ma boîte, j'en ai encore jamais fait de go-around. D'accord. Ok. Impeccable. Nico, question? Ouais, alors du coup, j'ai fait mes calculs. Oui. 714 285 poussins. Ça fait beaucoup de poussins. Oui. Ça fait trop de poussins, même. Ça fait presque... ils ont ouvert une succursale de KFC en Ouzbékistan. C'est peut-être ça, en fait. Finalement, on se pose trop de questions. Voilà la réponse. Heureusement que ça payait pas, quoi. Exactement. Salut le colonel Sanders, bien sûr. Exactement, on savait que c'était lui. Moi j'ai une question. Eh bien, vas-y, Ferrari 9, faut pas hésiter. Et faites comme toutes celles et ceux qui ont posé des questions depuis le début de ce stream. Vous les posez dans le chat, on les récupère. Et puis voilà. Donc c'est une question simple. Combien tu adores aujourd'hui sur 777? Un peu plus de 4300. Voilà. Question, c'est vrai réponse. Avec une fréquence comme ça, ça doit vite monter, quoi. C'est ça, ça reste du long courrier. Et puis, quand on fait du fret express, écoute, en moyenne, l'année dernière, par exemple, j'étais à 864 heures à l'année. La limite est de 900 heures de vol pur, j'étais à 864. D'accord. Alors, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Mais dans la compagnie où je suis, ils nous prévoient de travailler sur 15 jours par mois. Et on peut aller jusqu'à 18 jours de travail. Et full time, c'est pas du temps partiel. Tu remplis encore ton carnet de vol à la fin de journée aujourd'hui. Il va le sortir. Ou alors c'est il est à côté de la compagnie qui demande. Non. En fait, j'ai une application sur la tablette. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire un type que de remplir le truc papier. Mais je l'ai encore le truc papier. Ok. Voilà. J'en suis à mon deuxième logbook, donc. Moi j'ai une question. Seulement. Ouais, seulement, ouais. 4700 heures, tu as dit 4300 si j'ai pas de 4300 Quand est-ce que tu passes à gauche? Et ça devait se passer là, fin d'année. Sauf que la compagnie a dit, écoutez, maintenant on est la deuxième compagnie mondiale d'opérateurs 777 cargo. Donc en fait, on en a 28 ex-aequo avec Qatar Airways. Et les premiers, c'est FedEx avec plus de 55. Et donc, ils ont dit, comme on arrête l'expansion, on va arrêter les upgrades et on va repasser à un système de seniorité pure. Ce qui, en soi-même, la seniorité, c'est bien, mais pas dans mon cas, quoi. Ouais. Où là, maintenant, je me retrouve à attendre patiemment. Donc, j'ai les heures, j'ai bossé ça fait 1 an que je bosse pour mon upgrade, à apprendre les bouquins et toutes ces conneries-là. Et là, ils me disent, la news est tombée il y a quoi? Il y a 1 mois, même pas. Ah ouais. Donc maintenant, j'attends patiemment ma place. Je suis numéro 338, en espérant qu'il y a des départs à la retraite devant moi, quoi. Ouais, ça fait quand même pas mal. 338 sur 800 et quelques, t'as dit, ça fait... C'est ça, sur presque 850 maintenant. Un tiers. Donc quoi, j'ai une bonne seniorité, tu vois, mais dans l'autre sens, où je me dis, ça va durer quoi, encore 1 an ou 2? Ce qui est un peu décevant quelque part, mais bon. Ah oui, tu penses qu'en 2 ans, ça y est, il y aura une rotation de 300 personnes?
Alors oui, 300, c'est la liste seniorité totale, donc c'est Captain et SFO inclus. Il y a à peu près 100 personnes potentielles. Il y a potentiellement 100 personnes devant moi pour l'upgrade. Ouais. C'est 100 personnes, je pourrais pas te dire qui est part-time ou qui a les heures, etc. Parce que ça on le sait pas. La compagnie ne le divulgue pas. Hein. Les Allemands sont très à cheval sur tout ce qui est data protection. Ouais. Et donc voilà. Mais j'ai appelé donc mon chef de flotte où il m'a dit bon écoute, normalement l'année prochaine ça passe. Ok. À voir. À suivre. Faudra revenir nous voir pour nous dire comment s'est passé le stage, le passage à gauche, et puis ce que ça fait d'être le responsable des poussins. C'est ça, quand on regarde à gauche, il y aura plus personne quoi. Ah ouais, super, bravo, CRN, Ça, on est bon. En fait, c'est ça, en tant que copie, on regarde à gauche, il y a le capitaine regarde à gauche, il voit son reflet, donc c'est Non, ça. écoutez pas ce qu'il dit, hein. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce qu'il y a des élèves qui écoutent. C'est ça, non mais on travaille pour, on est formé pour, et Ouais. donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci pour. Ok, je pense qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question. C'est Poutine Flyer qui dit comment est-ce que ça se passe les multilegs. Alors on peut peut-être redétailler un petit peu ça. Alors oui, bien sûr. Alors en fait, il y a deux types de multilegs. On va dire, par exemple, on va faire un double leg. Donc les legs doubles, c'est-à-dire que on va faire, en général, donc on parle de Leipzig, hein, mais non, tu sais quoi, encore mieux, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je fais un Francfort-Seattle, je reste 2 heures au sol, et ensuite je continue à faire Seattle-Los Angeles. Ça, c'est un double leg. Voilà. Donc en fait, on va être 4 pilotes, hein. Un capitaine, moi, un copie et un second officer. Ce que j'ai dans la compagnie, on a 4 rangs. On a le grade de capitaine, on a le grade de senior officier pilote de ligne, officier et second officier. Ce que je fais moi en fait, c'est que pendant la croisière, quand le capitaine prend sa pause, il n'y a que moi qui peux m'asseoir à sa place. C'est les règles de notre boîte qui est comme ça, enfin qui sont comme ça. Donc c'est un petit privilège, un petit peu plus de salaire, donc c'est cool, tu vois. Et puis on est formé pour aussi, on a une formation à gauche pendant le simulateur, donc c'est assez sympa. Ouais. Mais voilà quoi. Et sinon, pour ce qui est le multilex, par exemple, une rotation commence, admettons, à Leipzig. Je vais d'abord au Bahreïn, je reste un jour. Puis ensuite, je vais à Hong Kong, je reste un jour. Puis après, je vais à Bangkok, je reste 2 jours. Puis après, je vais au Japon, je reste un jour. Puis après, je vais à Anchorage, par exemple, en Alaska. Je reste un jour. Puis après, je fais un double leg Cincinnati. Je reste à bord de l'avion en tant que passager, enfin de notre avion, quoi. Et on rentre à la maison, quoi. C'est des trucs un peu comme ça, quoi. Et après, t'as combien de temps à peu près de repos quand t'as fait tout ça? En fait, tout ce qui est post-courrier, c'est détaillé dans l'OMA. mais on va compter entre 3 et 5 jours de repos après, en fonction de la... Ok. Donc c'est à peu près ça, fonction c'est 5 jours on, 5 jours off. En moyenne, ça. En moyenne, j'ai à peu près 4 rotations par mois, entre 3 et 6 jours. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Il nous reste encore, là j'ai 2 questions qui sont enregistrées, n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois à Jason. Il est 56 les amis, donc on va tourner la dernière page de l'émission. Ça passe très vite, hein. C'est donc la foire aux questions, la remise de gaz. Il vous reste 5-10 minutes pour poser vos questions à Jason qui est avec nous. On parlait d'aviation cargo, donc allez-y à vos questions et on se retrouve juste après le jingle. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La zone aéro avec Jason qui est avec nous depuis tout à l'heure. Nico juste en dessous qui remet sa petite oreillette façon Fantomas. Je suis dans la soute. Ok, t'es dans la soute. Alors, il y a Lolo qui posait cette excellente question qui avait été reprise d'ailleurs par Julien EPF. En termes de rémunération, ah oui, il voudrait savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les pilotes cargo et ceux qui pilotent des passagers? Alors, directement, non. Il n'y a pas de différence. La différence va se faire au niveau compagnie, plus qu'au niveau ce qu'on transporte derrière. Ok. C'est-à-dire que par exemple chez Ryanair, alors j'avais aussi une sorte de contrat différent. Chez Ryanair, j'ai commencé entre 2500 et 3000 euros par mois. C'était du brut. C'est ce que je fais chez Ryanair, parce que j'étais aussi payé par heure de vol prévu. J'étais pas payé, j'avais pas de salaire de base, j'avais pas un salaire mensuel attitré. C'était je vole pas, je faisais 0. Ça m'est arrivé de faire un mois chez Ryanair où j'ai fait 800 euros brut. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Les stand-by n'étaient pas payés. Pour maintenant, c'est plus le cas, mais c'était ça à l'époque. C'est-à-dire quand tu es ailleurs et que tu voles pas, t'es pas payé.
Chez Ryanair, c'est ça? Les astreintes chez Ryanair n'étaient pas payées avec le contrat que j'avais. Ouais, D'accord. Ouais. ok. Voilà. Donc en fait, ils C'est peuvent dur, t'appeler et dans ce cas, ils estiment que le vol dure, admettons, 2 heures et donc tu seras payé 2 heures. Si tu arrives à faire le vol en 1h30, bah t'es payé 2 heures. Si tu as un slot, donc un retard de départ dû au contrôleur ou à tout ce que tu veux, et ben dans ce cas, tu travailles 2h30, 3 heures et t'es payé que 2 heures. Ah ouais, c'est discutable, on va dire. C'est C'est ça. spécial, hein, quand même. C'est discutable. Oui, oui, tu voulais rajouter quelque chose, Jason? Ouais, et donc là, maintenant, dans la boîte où je suis actuellement, donc on a un salaire de base. Et ensuite, on a un salaire de vol en fait, qui lui, c'est une sorte de défraiement plus un peu tout ce qu'on fait. Et en cargo, enfin, dans ma boîte, on gagne très très bien sa vie. On pourrait gagner mieux. Tout à l'heure, j'ai vu dans les actus, tu as parlé de Spring Airlines en Chine. J'ai vu récemment sur LinkedIn, ils cherchaient des Captain 320 rated pour Spring Airlines. Alors, j'avais vu ça, ils promettaient aux alentours des $300,000 à l'année, ce qui est un salaire excellent. Ouais. Oui, quand même. Oui. Alors après, il faut Mais, peut-être aller gratter sur place, voir comment ça se passe et tout. Hein. Exactement. Voilà. Des fois, pourquoi ils proposent beaucoup? Est-ce qu'ils ont beaucoup ou personne qui veut y aller? Des fois, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Bah, hein. c'est très souvent tout ce qui est Chine, enfin du moins l'Extrême-Orient, ils vont vouloir avoir des captains occidentaux. C'est donc c'est pour ça, vraiment... ouais. C'est pour attirer, en fait, ouais. Exactement. Ouais, pour la c'est pour philosophie. attirer en fait des pilotes américains, européens à venir chez eux, quoi. Il y avait Mais une c'est très strict. question de Ferrari 9, mais je pense que Céleste a répondu. C'était une question sur maths, physique pour être pilote, mais on en a déjà parlé. Donc C'est ça. merci Céleste d'avoir répondu à la question. Ben Moll qui pose cette question, puisque tu as volé sur 737 et 777, est-ce qu'il y a une autre machine sur laquelle tu voudrais voler un jour? Ouah, si on parle de rêve, le DC-10. Voilà, pour faire honneur à mon vieux. Mais parce que les tri-jets, il n'y a rien de plus beau qu'un tri-jet, hein. Ça reste on the top. Mais sinon, non, à part ça, je veux dire, tant qu'une compagnie nous respecte en tant que salariés et puis nous offre vraiment une qualité de vie, écoute, je peux bosser, on va dire, pour n'importe quelle compagnie. Un Falcon Si- 7X, ça a 3 réacteurs? Ouais, pourquoi pas, hein. C'est vrai que, mais le problème en fait, là, de passer du civil à l'aviation d'affaires, c'est que j'ai pas de contact, très peu de contact. Et c'est vrai que sans contact, tu vas commencer à voler sur un Mustang, une truc comme ça, où tu peux être accuté. C'est pas forcément bien payé au départ, du moins en Europe. Aux États-Unis, c'est bien payé, mais pour ça, il faudra avoir une green card ou bien être résident permanent, et c'est Ouais. aussi compliqué, quoi. On salue Sergio 44100 qui est arrivé. Merci pour le follow et qui pose cette question. Comment sont les machines à Qui café dans les 777 cargo? Question qui fâche. Alors, qui fâche dans le sens où en fait on a dans nos avions, on a 2 types de machines à café. On a du café filtre et on a une machine à expresso. La machine à expresso, très très bien, c'est un plaisir, c'est un bonheur gustatif. Les autres, c'est de l'eau sale, quoi. Voilà, c'est du jus de chaussette, si on peut le dire vulgairement aussi. Ah, c'est Voilà, parce que vous savez pas faire. les cafés qu'on a, ils sont pas ouf, quoi. Voilà. Vous avez des PNC de temps en temps aussi, non? Ou... Absolument pas. On est entre nous, c'est-à-dire l'avantage de ne pas avoir de PNC, c'est qu'il n'y a personne qui vient nous enquiquiner devant en disant hey, ça va, vous voulez un petit café? Non, je veux un café, je dis aux collègues, à toi les contrôles, à toi la radio, je me lève, je fais mon café. Ah, ouais, comme les grands, très bien. Voilà, et on n'a pas de porte aussi, on n'a pas de porte entre le cockpit et la cabine, on a un rideau. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Ah, bah, oui. Bah oui, il n'y en a pas besoin. Exactement. C'est à partir de combien d'heures de vol que vous êtes plus que 3 dans l'avion? Alors en général, à partir de 6 heures, on n'est plus de 3. C'est un agreement, un accord qu'on a eu avec notre compagnie. Ok. Bon ben voilà, on répond à une partie des questions là. Hein. Parfait. Bon en tout cas, j'espère que... Ah, mais Oui, Nico. Non, je disais, ce que je retiens, c'est que c'est beaucoup de... J'ai l'impression que c'est beaucoup de travail, quoi. T'es pratiquement très souvent en l'air.
Ouais, très souvent. Et puis bon, là, je suis un peu en vacances et puis ils me disent, bon, tu veux voler? Je fais, oui, bien sûr. Il y a ma femme à la maison qui m'a dit tout à l'heure, bon, c'est quand que tu repars voler? J'ai dit, bah écoute, chérie, bonne nouvelle, je repars là le 22, donc vendredi. Ah bah enfin, ça fait plus de 3 jours que tu es à la maison, tu Il viens en pas a au marre. travail? Exactement. Bon, il vous reste encore quelques minutes pour poser vos questions à Jason qui est avec nous dans le chat. Jason qu'on va retrouver tout de suite. On va juste regarder le programme à venir là, de la zone, puisque ça avance. Hop, Jason, on va l'incruster normalement ici. Voilà. Et puis hop, on passe sur la petite incruste. Alors, le prochain live de la zone aéro, c'est la semaine prochaine, le 26 novembre à 20h30. Il y a Cynthia qui devrait nous rejoindre pour parler formation, notamment la formation PPL Avion, au travers de nouvelles solutions qui existent. C'est tout ce qui est e-learning, hein, vous savez, donc formation en ligne, bah, ça existe. Ça existait déjà pour les pilotes de ligne, les ATPL par exemple. Aujourd'hui, ça existe aussi pour tout ce qui est PPL. Et on parlera d'une nouvelle solution franco-française qui s'appelle Aerobot. Et c'est Emmanuel Labi qui viendra donc nous la présenter. C'est le cofondateur de cette société. Ils ont d'ailleurs reposté sur LinkedIn et sur les réseaux le petit encart promo que vous avez à l'écran. On retrouvera Emmanuel la semaine prochaine pour nous parler de cette toute nouvelle solution et peut-être, avec un petit peu de chance, on va caler tout ça. Peut-être qu'on pourra faire des questions tous ensemble du PPL. Ça pourrait être marrant de reprendre des petites questions comme ça au hasard et puis de faire un petit quiz commun. Ça serait cool. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose la semaine prochaine dans la zone aéro, le 26 novembre à 20h30. Soyez au rendez-vous. Et puis, bien évidemment, on vous en a parlé, la Ground School, cette session de formation. Vous êtes 18 inscrits. Les inscriptions ont terminé dimanche et on va démarrer les cours incessamment sous peu. Ça devrait être Cynthia qui va se charger un petit peu de la formation. Donc, on la retrouvera et on se retrouvera en ligne pour présenter cette formation. Et puis, évidemment, pour vous présenter tous les intervenants qui viendront vous dispenser les différents modules jusque à peu près à cet été. Et derrière, libre à vous déjà de faire le petit test blanc avec nous pour vérifier un petit peu votre niveau. Et puis derrière, de vous inscrire en école de pilotage si vous le souhaitez, puisque vous aurez toutes, on va dire, les ressources pédagogiques pour pouvoir passer officiellement votre brevet et puis attaquer les vols. Voilà, ça se passe comme ça et en plus c'est gratos sur la zone aéro. Il faut le dire, c'est une bonne option, une bonne opportunité, donc n'hésitez pas les amis. Voilà, il y a encore quelques questions qui sont arrivées. Toc, il y a... Alors attendez, elles sont où les premières questions? Voilà, c'est ici. Hop, mettre en avant. Tac, voilà. Ah bah non, mais je l'avais, je l'ai plus. Attendez, je la remets en avant. Voilà. Donc c'est Ferrari 9, le max d'heures de vol que tu as volé, c'était combien? Je pense sur un vol. Hein. Alors, sur un vol plus long que j'ai fait, c'était donc de Hong Kong à Cincinnati, aux US, où on en avait pour 15h36 de vol. Ouais. Comment tu le vis à l'intérieur du cockpit hein? Bon, ça va. Hein. Ça va. Hein. Et des escales. Sur 15h36, en général, on va être 4 pilotes. On va être au moins 3, voire 4. C'est-à-dire que, en général, après 20 minutes après le décollage, on est en général au niveau de croisière, et jusqu'à 1 heure avant l'atterrissage, on veut avoir tout le monde devant. C'est-à-dire que sur 15h36, on enlève à peu près 1h30, et donc il nous reste 14 heures à diviser en 3. 14 heures avec 3 gars, ça nous fait quoi? Ça nous fait 3h30, 3h40 de pause par personne. Ouais. Et donc pendant cette pause-là, ou bien on fait une petite pause, où on va dormir, ou bien on est assis derrière, on boit un petit café, on regarde Netflix, hein, c'était ça aussi. Je sais qu'Achille avait dit à l'époque, long courrier ça le tente pas, parce que déjà il s'embête sur un vol d'1h20. Mais non, c'est vrai que sur du long courrier, en fait, on meuble le temps, on s'instruit, on fait autre chose. Enfin voilà quoi, on est assis devant, on est au contact, après on a tous les automatismes, c'est-à-dire on a le contrôleur, en général on a du CPDLC, on a un peu tout ça et puis on surveille en fait. Aujourd'hui pilote c'est plus on est là comme à la bonne époque où on branle le manche et puis vas-y on fait de l'action, c'est plus ça aujourd'hui, on manage un système, on est vraiment superviseur, opérateur d'un système et puis on vérifie le pétrole, on vérifie la radio, que tout se passe bien. Et puis voilà. Ok. Exactement. Vous faites un tarot, nous dit Lolo Radar, c'est possible? En général, si on est 3, le tarot, je vais le faire tout seul. C'est un peu bête.
Mais ouais. Sergio, justement, petite précision, tu as parlé tout à l'heure du DHL, les colis DHL. Est-ce que c'est aussi la sous-traitante pour d'autres entreprises d'expédition? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, DHL, ça reste les numéros 1 dans le fret au monde. Et la technique de DHL, c'est d'avoir plein de subdivisions, de sous-compagnies. Par exemple, ils se sont alliés avec Calita aux US, avec Southern, avec tout ce que tu veux. Hein. Ils ont des succursales au Panama, ils en ont en Amérique latine, en Europe avec ASL, qui sous-traite à ASL beaucoup. En Asie, ils ont... là récemment, ils ont une nouvelle compagnie, c'est Central Airlines. D'ailleurs, la livrée, je trouve très très jolie. C'est un avion jaune 777 de DHL, mais il a le eyeliner comme ça fait, c'est presque sexy de voir cet avion-là. Ils ont DHL Bahreïn, ils ont DHL Angleterre à cause du Brexit. Ils ouvrent vraiment des trucs partout, quoi. Ils ont un partenaire avec Singapore Airlines, où ils leur ont filé 4 ou 5 avions à Singapour, en disant vous faites que Singapour, l'Australie, Hawaï, Singapour. Ok, Voilà. d'accord. Et Parfait. il y a des sous-compagnies qui sont plus ou moins profitables. Pourquoi est-ce que nous, on est la plus grosse sous-traitance de DHL? Parce qu'on est profitable. Hmm. C'est pour ça que plus on est profitable, plus ils nous filent des avions. Et D'accord. aujourd'hui, on est les premiers dans le cœur de DHL, ce qui quelque part fait plaisir. Bah, écoute, Donc, si parfait. DHL passe par le live, envoyez plus d'avions. Moi, je vais passer la grille. le message est lancé. Je suis sûr qu'ils regardent. C'est ça. Alors, je sais pas s'ils ont parlé allemand ou pas, mais bon, on aurait pu leur dire en allemand, mais bon, voilà. Bien, l'émission arrive à son terme. Merci beaucoup, Jason, d'être venu nous voir, d'être venu merci déjà à nous vous. faire un petit coucou, et puis en plus, partager un petit peu ton quotidien. J'espère que ça a répondu en partie aux questions du chat sur les mystères de l'aviation cargo. Hein, n'hésitez pas, les amis, à remercier Jason. Hein, vous avez les points de chaîne, même si on les entend pas, mais vous pouvez les envoyer Merci, ou le leur remercier dans le chat, évidemment. Oui, c'est vrai que c'était un domaine qu'on connaissait pas, parce que c'est vrai qu'on s'imagine toujours les avions de ligne avec des passagers. Mais c'est vrai que tous les colis, tout ça, il y a beaucoup de fret. Il y a Les beaucoup de fret, colis, quoi, les c'est- chevaux, les poussins. Voilà. Voilà. Ça va rester. Voilà. Là. L'avantage, c'est que par exemple, le cargo, ça reste safe pendant la crise. Pendant, on va dire, n'importe quelle crise, on aura toujours besoin d'envoyer, Oui, voilà. que ce soit des médocs, que ce soit des vivres à droite à gauche. Il y aura toujours besoin, on fret. aura toujours besoin d'un marché non passager, non touristique. Du courrier C'est vrai aussi, que nous dit Jean, l'équipage, c'est vrai. Oui, on fait du courrier aussi des fois. Par exemple, Hong Kong, on a un vol, c'est le 3S500, où lui, on doit arriver à l'heure à Leipzig, parce qu'on a un ULD rempli de lettres. C'est ce qui passe entre la bourse de Hong Kong et celle de Londres. Ouais. Et en fait, on appelle ça, c'est un avion qui coûte plusieurs millions si on n'arrive pas à l'heure, quoi. Ça nous coûte à nous plusieurs millions. Alors pas nous directement, moi je suis pas impacté de ma poche, hein. Mais si on arrive à l'heure, on fait quelques millions de win bénéf. là-dessus, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. C'est fou. Ouais. Un ULD rempli de lettres et chaque lettre coûte 50 à $100. Ça en fait, quoi. Ouais, ça va vite. Ouais. Ok, très bien. Écoutez les amis, merci beaucoup à vous. Merci pour votre fidélité. Merci Jason, merci Nico. Ça a été un plaisir Merci à vous encore deux. une fois. Didou qui arrive et qui claque son prime juste avant que ça se termine. On le remercie. Merci Dylan. Abonné GG. depuis 4 mois, voilà, c'est fait. Merci beaucoup mon cher Didou. Donc les réseaux sociaux de la zone aéro, ils apparaissent en ce moment dans le chat, sinon vous les avez sur le site www.lazoneaero.fr avec toutes les émissions qui existent. Vous avez toutes les infos, évidemment. Vous avez également les podcasts qui sont mis en ligne par notre magnifique Julot. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast audio, n'hésitez pas. Vous avez également la shop de la zone aéro, le Discord, rejoignez-nous nombreux et nombreux. Les liens apparaissent également, la boutique avec tous les goodies qui soutiennent l'émission. Et puis dans un instant, évidemment, le classique raid. Restez avec nous, restez le temps du générique. Et envoyez plein d'emotes en arrivant. Je vous propose de basculer chez notre ami Nokil. On va rester un petit peu dans l'aviation cargo. Nokil, il était venu nous voir et il nous avait parlé de son boulot de loadmaster. Et on reste dans l'aviation cargo, on va aller lui faire un coucou. En plus, je crois qu'ils sont tous, il doit être tout seul ou ils sont pas nombreux. Donc on va se connecter
sur nos kills, on bascule chez lui. Faites un copier-coller, Julo, il a mis les emotes là, raid de la zone aéro. Vous faites un copier-coller, vous lui envoyez dans le chat à nos kills, ça lui fera plaisir et vous lui passerez le bonjour de notre part. Voilà, merci à vous, merci Nico, encore une fois, merci Jason. Passez une bonne fin de soirée. Merci Nico, merci Seb, c'était super sympa. Et bien avec grand plaisir. Ouais. Et puis on se revoit lors de l'upgrade. Et ben voilà, pour le grade Captain, évidemment. Super. Voilà, donc... Il faudra venir avec les barrettes. Ah oui, c'est ça. On fera ce qu'on peut. Voilà, merci pour cette excellentissime émission. Merci beaucoup Free Flight. Allez, bonne nuit à vous. Soyez forts. Fly safe pour ceux qui volent. Et la semaine prochaine, soyez là pour l'émission... On fait des maquettes. Voilà. Soyez là pour l'émission sur le PPL avec les questions. Hein. Merci les amis. Allez, on bascule chez nos kills tout de suite. Générique. Bonne soirée. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.